Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, après avoir fait The Shining, pour maintenant qu'on peut puis que c'est à notre disposition, on a décidé de se faire un double feature et d'écouter le film Doctor Sleep, qui est une suite après 40 ans quasiment de le film culte de Stanley Kubrick, The Shining. Donc, Doctor Sleep, Seb, je sais qu'on avait été le voir au cinéma. Est-ce qu'à réécoute, Ouais. ça se tient autant ou ben tu l'as moins aimé ou tu l'as plus aimé? Je pense qu'il a mûri, man. Il a mûri pour moi. On dirait que j'ai apporté attention à plus de détails que je sais pas si j'avais. Il y en a des très évidents, là, des références au premier opus, là, mais il y en a qui étaient un petit peu plus subtils, je trouvais, que je suis pas certain, ou en tout cas que j'ai réussi à redécouvrir en le regardant une deuxième fois. Là. L'exemple le plus notable, tu sais, là je spoil le film drette là. Ouais. Si vous l'avez pas vu, ben c'est une très bonne écoute, c'est un très bon film. Puis la narration est un petit peu complexe, fait que ça se pourrait qu'on saute un peu du coq à l'âne, hein, Mick, puis qu'on fasse de quoi d'un peu moins conventionnel en termes d'épisodes, fait que ça se pourrait qu'on laisse des petits détails là, aller pour vous à découvrir dans ce film-là. Fait que, Ouais. mais en gros, je commence à spoiler là. Parce que Pour, c'est un film de 2 heures et demie, hein. Fait que aussi, ouais. c'est du stock, là. Fait que ça se peut qu'on laisse aller des détails. Puis en même temps, avant que tu spoil, Seb, moi, je vais le dire que je le conseille, puis je vais revenir Oui. avec ça pour t'en parler. Je vous conseille la Director's Cut au-dessus de la normale. Ah, Puis c'est Seb, je vais ça te qu'on avait, revenir. nous autres? Ah, ouais. Tu as écouté la normale, puis je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu peux y aller, là. Je vais tout Ah, t'expliquer, on reviendra tu ça m'as dessus. caché des choses, mon tard, ouais. Là, il Ouais, y a des exact. trucs que toi, t'as vu que j'ai pas vu, là, c'est ça, là? Exactement. Oh, man! Mais je C'est vais sérieux, t'expliquer. ça? C'est une bonne raison, mais Je vais obligé de vas-y, la qu'est-ce regarder que. une troisième fois. Mais tout ce que je voulais dire au final, c'est qu'il y a un petit détail que je pense que j'avais pas catché la première fois. Ou en tout cas que j'ai été vraiment surpris de recatcher la deuxième fois. Quand il va voir le docteur dans son bureau, je me Ouais. souviens pas si la première fois j'avais catché que c'était exactement une réplique du bureau avec dans lequel son père passe l'interview dans Ouais, The ça, Shining. tu me l'avais même, on se l'avait même dit au cinéma, là. Ah ouais, asti que Ouais, je c'est m'en bon. souviens. Je Tu trouve ça l'avais. tellement... Ouais, c'est OK. vraiment hot, là. Surtout que c'est Ben, une je scène l'ai que t'aimais gros, remarqué. là. Ben oui. Ben, elle est tellement significative aussi dans le deuxième parce que c'est comme le début de sa rédemption. Puis dans le premier film, c'est le début de sa décadence. Ouais, c'est vrai, pareil. Fait que oui, j'ai check, je suis déjà rendu dans les détails pour te donner une idée à quel point je l'ai adoré. Puis je suis rendu à ma troisième écoute overall. Puis là, tu me dis que j'ai même pas regardé la director cut. Fait que c'est sûr que je m'aligne pour une quatrième écoute dans le futur assez proche. Là, qu'est-ce qui arrive, là, dans le fond, Seb, là, je vais t'expliquer pourquoi t'as pas vu la Director's Cut. C'était pas on purpose. C'est juste parce que moi, j'ai eu une rage, là, dans le fond, c'est que j'avais acheté. Là, je vais devoir expliquer quelque chose que pour des personnes, ça va peut-être, dans 4-5 ans, s'ils retombent sur notre épisode, peut-être va avoir aucun sens. Mais il y avait ce qu'on appelait les super clubs Vidéotron, il y a une époque. Non, repose en paix les Vidéotrons puis tous les autres trucs de louage de films. Là. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on pouvait louer des copies physiques de nos films. Puis en tout cas, quand il y a eu celui, mon préféré sur Cinéma, qui a fermé à Saint-Jean, j'ai acheté Doctor Sleep là-bas. Mais je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a 2 CD. Un CD qui est marqué Director's Cut, puis un CD qui est marqué Theatrical Version. D'habitude, ils mettent les deux sur le même film. Là. Tu sais, tu peux juste choisir dans le menu au début du film, ils te demandent Director's Cut ou normal. Mais là, ils l'ont séparé sur 2 CD, puis au Vidéotron, peut-être que les temps étaient plus durs. D'après moi, quand ils ont mis à location, ils les ont séparés. Fait là, moi, quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait être une même CD. Puis quand je l'ai écouté pour le podcast, à ma grande surprise de mécontentement, je comprenais pas pourquoi j'avais pas accès à Director's Cut. Là, j'ai été voir sur Internet, puis j'ai vu qu'il y avait 2 CD, un noir, un rouge. Fait là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je t'ai passé le CD, mais c'est commandé sur Prime en rapido presto. J'ai commandé Doctor Sleep, puis là, j'ai écouté la Director's Cut parce qu'il venait avec la Director's Cut quand je l'ai commandé. Oh man. Puis moi, dans ma tête, j'avais la Director Scott à cause sur ton DVD que tu m'as prêté. Il est écrit Include Director Scott. D'habitude, là, quand il y a un Director Scott, c'est celle-là que tu veux. Là. Il n'y a rien d'autre sur le CD d'important. J'ai juste mis Ouais. dedans, puis j'ai pas porté attention. Mais tu sais, exemple, moi, un Director's Cut que j'aime moins, souvent, c'est vrai que j'aime plus les Director's Cut, mais un des bons exemples, c'est Apocalypse Now. J'aime mieux la version non du directeur. J'aime mieux la version du théâtre que celle du directeur. J'ai-tu vu les deux de ça? Moi, je me souviens que j'ai vu Apocalypse Now au moins une fois. Je suis pas sûr si je l'ai pas vu 2 fois, pour une raison quelconque. T'as vu la Redux, ça? T'as vu la version longue, Ouais, là. Ça, je le sais. Puis c'est ok. que, tu sais, à un moment donné, ça va voir des Français, là, puis il y a une discussion semi-philosophique avec des Français, etc. Ça fait drag le film un peu.
ça fait vraiment perdre de son rythme. On dirait qu'à cause de ça fait perdre du madness. Là. Ça nous fait perdre de l'élément de folie qu'on dirait que tout le monde est fou puis que t'es toujours sur le bord de mourir là-bas. Les autres moments calmes puis plus philosophiques, tu sais, qui peuvent être intéressants quand même, on dirait qu'ils enlèvent le message global du film que c'est l'enfer là-bas, tu sais. Ça tue le rythme. Ouais, exact. Là. Mais bon, la director's Parlant cut... parlant de rythme, excuse, juste, parlant de rythme, ce film-là, il est full bien rythmé, Dr. Sleep, je trouvais. Il y a tellement d'éléments, il y a tellement de petites clics à un certain moment à suivre, puis d'interactions. Il se passe de quoi dans chacun des environnements un peu à la fois, que au final, il file vraiment pas comme un film de quoi, 2h30? Ouais, la director's cut est 3 heures. Mais il feel vraiment pas comme ça, comme moi je l'ai regardé hier soir, puis je l'ai re-regardé ce matin, puis je l'ai quasiment fini, puis j'ai pas l'impression d'avoir investi dans un film de la même longueur qu'un film de gangster, là. Un film de gangster, ça part lentement. C'est un crescendo, là. Ça feel vraiment pas comme ça. Parce que celui-là, un moment donné, je me suis dit, ok, là, on a fini un peu, on s'en va à... Il est rendu qu'il s'en va à la ville pour se désintox, là. Tu sais, il y avait déjà, je pense, 35 ou 45 minutes de passé. Je me suis dit, si bol que ce film-là, il passe vite. Right? Vraiment, là. Puis c'est un bon signe là, dans ce temps-là. Là. Tu sais, tu t'emmerdes pas là, pour 2h30. Même la 3 heures, tu t'emmerdes pas. Là. Moi, je me suis zéro emmerdé dans ce film-là. Est-ce que j'ai hâte que tu me dévoiles qu'est-ce qui se passe dans les bouts que j'ai pas vus? Ouais, mais regarde, premièrement, on va rendre crédit à Mike Flanagan, que déjà, on a assez rendu crédit, mais chapeau encore une fois. Là. C'était audacieux. Mike Flanagan, tu sais, il y a déjà, c'est pas son meilleur film, parce que moi, personnellement, sa meilleure œuvre, je pense encore que c'est Hunting of Hill House, personnellement, là, je sais pas pour toi. Là. Sur 2 niveaux, je pense que oui. Je pense que je pourrais être d'accord avec toi. Dans le sens où Hunting of Hill House, c'est un truc complet en soi, vachement intense, puis super complet avec plein de thèmes. C'est vrai. Par contre, lui, l'affaire, c'est qu'il vient me chercher un peu dans une corde, au fond, sensible. Là. Il vient me chercher au cœur. Fait que je pourrais être d'accord avec toi, mais je pense pour moi... Moi, j'ai préféré regarder ça que Hunting of Hill House, juste parce qu'Hunting of Hill House, ça fout vraiment plus la chienne. Mais c'est à cause que ça aussi, tu sais, il a fait un peu l'impossible. Tu sais, j'ai regardé des interviews. Ah ouais. Puis il a comme modifié la fin de Dr. Sleep pour que ça soit une nouvelle fin à The Shining pour plaire à Stephen King en même temps, puis à lui qui a toujours lu du Stephen King, pour rester en même temps respectueux. Ça lui permettait de faire un hommage au film. Fait que tu sais, quand lui, il était à Overlook, tu sais, à la fin de Shining, Overlook, il brûle. Là. Ouais, c'est ça. À la fin du livre, il est plus censé avoir d'hôtel à la fin de Shining, c'est ça? C'est ça. Puis tu sais, aussi, Dick, il est pas censé mourir. Fait là, il a fait réapparaître Dick comme il était censé être dans Dr. Sleep, mais en fantôme, comme s'il shinait en fantôme, ce qui est quand même cool. Bonne idée, puis, quand même. Il a fait brûler le... On spoil, on dit déjà, mais il fait brûler le Overlook à la fin comme si c'était The Shining, mais c'est pas vraiment comme ça dans la fin de Dr. Sleep. Puis là, en même temps, c'est drôle parce qu'il a l'air d'avoir... La première personne à qui il a envoyé le scénario quand il a été fini, c'est Stephen King pour avoir son approval parce qu'il a un grand respect pour lui puis il lit depuis toujours. Stephen King a vraiment aimé. Puis après ça, il a demandé s'il n'y avait pas... parce qu'il a vu, après avoir filmé, il a tellement aimé Abra, là, la petite fille qui a des talents là, extraordinaires de Shining. Il a tellement aimé Abra qu'il a demandé à Stephen King s'il n'y aurait pas un petit livre à y pondre pour qu'il puisse s'adapter en film pour faire une autre histoire d'Abra. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais. On va peut-être avoir un genre de spin-off là, dans le futur proche avec le personnage et l'actrice de Abra là, qui serait custom-made, là, genre. Ouais, mais c'est ça. Si Stephen King fait un livre, je pense que là, en ce moment, j'ai regardé les futurs projets de Mike Flanagan, puis il a l'air de faire Midnight Club, c'est comme une mini-série de 2 épisodes. T'as Midnight Mass aussi, qui a l'air vraiment hot là, par rapport à la religion, puis ça a l'air gothique un peu, puis c'est comme 4 épisodes, je pense, quelque chose comme ça. Fait qu'il est surtout dans une série, là, Mike Flanagan, mais il y a 3 projets en cours là aussi, Revival, que ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos dessus, là. Mais il n'y a pas encore un spin-off là, avec Abra, mais bon, ça serait quand même très nice, là. Ce que j'ai peur, c'est ça se mette à abuser d'un peu de ce thème-là, parce que là, ça, c'est une crainte. C'est juste, pour moi, Stanley Kubrick de Shining, c'est tellement un film chéri que juste le fait qu'il y ait une suite, on dirait que ça me rendait nerveux, parce qu'au moment où je l'ai vu, moi, j'étais pas autant au courant de qui Mike Flanagan, puis son following, puis ses talents, que j'étais vraiment vachement nerveux
qu'on Ouais. retouche à mon œuvre préférée, mettons, où est-ce que ça allait l'amener, puis j'étais tellement satisfait au final. Il a fait des choix vraiment bold, hein, parce que, Ouais. bon, il y a moi qui suis de Shining comme un... comme voyons, quelqu'un qui va à l'église, au fond. Un fanatique, mais je veux dire, je suis pas le seul, là, c'est vraiment un film culte. Fait que les choix qu'il a fait, man, de pas d'utiliser des deepfakes, mais de recaster les gens pour faire ses flashbacks puis faire revenir ses personnages. Je pense que pour sa vision du film, c'était nécessaire, mais ça devait être un choix qui devait être nerveux, man. Man, c'est ça justement. Là. Puis en plus, là, je voulais te poser une question par rapport à ça, le fait de refaire les images du premier film, là, parce qu'on s'en était pas. C'est une des premières choses qu'on s'est parlé C'est vrai. en sortant du cinéma. Puis tu sais, les deux, on s'était dit respect pour Mike Flanagan, il faut des bases pour avoir fait ça. Puis Ouais. j'aime le choix, moi. Tu sais, j'aime les bases qu'il y a eu de faire ça. Puis tu sais, je comprends que ça n'ait turné off d'autres. Tu sais, je peux comprendre à 100%. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as-tu remarqué qui c'est qui joue Jack Torrance? Oui. Hey, j'avais tellement pas catché le premier coup. C'était qui? Dans ma tête, c'était juste un peu n'importe qui. Ouais. Puis on dirait qu'à cette heure, ayant plus regardé de ses œuvres, tu sais, il est comme souvent là. Je me souviens plus c'est quoi son nom. C'est l'acteur qui jouait dans E.T. quand il était jeune, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le père aussi dans. C'est le père aussi dans Hunting of Hill House, puis il joue dans la Bly Manor aussi. Ouais. Puis, mais il est bon, man. Il le fait. Ouais, pour vrai, il est bon. Puis il dit, Mike Flanagan l'a appelé, puis il a juste dit, j'ai un projet pour toi, puis tu peux dire non. Sens-toi pas mal si tu dis non. Je comprends si tu dis non, etc. Puis là, Aïe, aïe. il a dit, faut que tu fasses Jack Torrance, qu'on reconstitue The Shining. Puis il a comme fait, oh fuck. Il a dit, I'm in pareil. Ah, mais ça, c'est quand même des. En anglais, c'est Big Shoes to Fill. Là. Je sais pas s'il y a l'équivalent en français, mais c'est quand même un gros défi là, parce que Jack Nicholson, c'est une de ses performances en carrière, là, on s'entend. Là. Ouais. C'est une des meilleures, mais par contre, Mike Flanagan, comment il l'a apporté, puis pour un acteur, c'est un peu rassurant, puis en même temps, je suis d'accord, c'est qu'il dit qu'il suivait la logique de Stanley Kubrick. Dans le sens où, quand les gens meurent dans l'hôtel, ils deviennent un peu des valets pour l'hôtel. Ouais, Puis des fantômes, ouais. C'est ça. Fait que là, dans le même titre que Jack, vu qu'il est mort, il devient un fantôme pour l'hôtel. Ben là, c'est plus vraiment le même Jack Torrance. Tu sais, c'est plus une entité de l'hôtel. Fait qu'il n'y a pas besoin d'acter de la même façon, d'être 100% la même personne. Fait qu'à cause de ça, on dirait que ça y enlève le côté, je suis obligé de refaire la madness de Jack Nicholson puis de recréer ça, tu sais. Mais man, ils l'ont tellement bien, là. Je me souviens de Jack Nicholson, il y a un petit peu un double menton, là, dans le premier. Puis man, quand il est au bar, là, l'acteur dans Dr. Sleep, puis ils ont refait sa coiffe, puis genre son double menton, puis sa barbe semi-rasée, c'est incroyable, là, le niveau de crédibilité qu'ils ont ramené à ce recast-là. Là. Tu me dis ça, là, puis j'étais en train de penser au fait que c'est sûr que tu vas aimer la Director's Cut parce que beaucoup de la Director's Cut, ça m'a étonné. Ben, c'est des conversations plus longues, des fois. Vraiment plus longues. Nice. Donc, cette conversation. Oh, wow. Quoi? Fuck non, you, mais man, fuck you de m'avoir privé de ça. je vais te le repasser, c'est que j'ai commandé en même temps. Mais je sais, dans le channel, j'avais juste à me le procurer, au fond. je vais te le passer, anyways. Là. Ça vaut vraiment la peine parce que la conversation entre Jack et Danny est vraiment plus grande. Tu sais, exemple, j'avais regardé, puis je pense que quand Rose the Hat, elle arrive à l'hôtel pour combattre, il reste comme 20 minutes dans la version normale. Ben, en fait, je pense qu'il reste 25 minutes quand eux ils arrivent puis ils préparent l'hôtel puis ils réveillent l'hôtel. Ouais. Mais dans Director's Cut, il reste comme 40 minutes. Oh, nice. Fait que tu sais, t'as plus de déplacements dans l'hôtel, t'as plus de séquences un peu dans l'hôtel, puis la conversation entre Jack et Danny est plus grande. Puis si je me trompe pas, là, ils vont pas dans les toilettes, hein? Non. Ils vont dans les toilettes. Dans Director's Cut, ils vont dans les toilettes rouges. Sérieux? Ouais, puis il fait comme Grady, il lave. Parce que quand il dit, tu vas-tu prendre ta médecine, puis il tape le verre, là. Ouais. Puis là, il dit, excuse-moi, j'en ai spoil partout, je vais aller vous nettoyer. Puis là, il nettoie comme Grady. Puis t'as une scène de au moins 5 minutes là, qui se parle dans les toilettes toutes rouges. Aïe. C'est hot. Il y avait un bout aussi, là, quand que Rose arrive, là, on est rendu à la fin du film quand même, mais quand Rose arrive, puis ils ont la confrontation dans le Colorado Lounge, je pense. Ouais, ça se peut. Qui est comme la grosse pièce. Oui. Puis la scène dans l'escalier, ouais, c'est ça. La scène dans l'escalier qui est comme une reproduction de la scène dans l'escalier dans le film original. On dirait
vers la fin, des fois, j'étais comme est-ce que j'aime ça ou est-ce que je trouve que c'est trop emprunté? Tu sais, était où la ligne? Puis finalement, j'ai décidé que j'aimais ça. Mais ça peut facilement tomber de l'autre bord, je comprends. Mais ça aurait pu facilement tomber. Puis vraiment, là, ce film-là joue sur cette ligne-là tout le long du film parce qu'il est quand même son propre film, dans le sens où il y a plein de qualités à lui, c'est son propre storytelling, mais il rend justice au premier film, il rétablit la timeline, entre guillemets, ou du moins les irritants qu'il y avait eu entre Stephen King et Kubrick. Ouais. Pour vrai, à mes yeux, il a vraiment réussi de quoi de fucking tough, là, Mike Flanagan. Il a réussi à plaire à tout le monde en sacrifiant, j'ai l'impression, en sacrifiant rien dans son film. Non, c'est ça. C'est vraiment une œuvre très, très complète. Props. Parce que c'est pas pour rien. Kubrick, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait comme j'ai ma vision, je fais mes choses. Puis si ça te plaît pas, ou tu sais, je sais que c'est à côté de ce que tu as fait, puis je m'en fous parce que The Shining, le film, c'est mon film. C'est pas ton livre. Ouais. Lui, il y a rien. J'ai l'impression, du moins, qu'il n'y a rien sacrifié. Peut-être que lui, il y aurait d'autres trucs à ajouter à ça, mais on a l'impression dans son film qu'il n'y a rien sacrifié, mais qu'il a payé hommage, puis qu'il a rétabli un peu quelque chose, puis c'est vraiment incroyable. Non, moi aussi, là, je suis complètement d'accord avec ça. Là. Old aussi bien après le cinéma que maintenant. Là. C'est vraiment un assez bon film. Il y a des affaires que je me souvenais plus, comme en fait, là, Azrael, là, les scènes avec le chat, je me souvenais plus qu'il y avait ça dans le film. Ah ouais? Puis j'étais tellement oui, c'est vrai, man, qu'est-ce que je trouvais ça bon. Puis encore une fois, c'est dans mes scènes préférées du film. C'est tellement une phase du film qui vient me chercher deep, man. Ben oui, mais c'est ça. Là, Tu sais que moi, j'ai une relation un peu spéciale avec la mort, puis pour des raisons qui sont à moi, anyway. Puis cette scène-là, man, je sais pas pourquoi, là, ces bouts-là, quand il est dans l'hôpital, puis tout, man, à chaque fois, là, ça vient me chercher direct à l'estomac, man. Ben, c'est à cause qu'il y a une sensibilité pour parler de la mort qui est intéressante. Puis c'est vraiment apaisant. Tu as l'impression que tu aimerais ça, tu sais, quasiment mourir dans ces circonstances-là. Puis il y a une certaine, tu sais, comme une paix. Puis, tu sais, ces côtés vraiment, c'est l'artiste qui ressort, puis la délicatesse de lui. C'est des scènes que tu n'aurais jamais eues avec Kubrick. Non, exactement. Là, ça, c'est clairement du Mike Flanagan ou du Stephen King, là, parce que j'ai pas vu le roman. Là. Mais c'est apprécié quand même. Moi, personnellement, j'adore exact, c'est l'espèce de thème de la mort, puis comment lui peut utiliser ses pouvoirs, au fond, puis son don pour apaiser. Puis il y a une espèce aussi de petits détails dans cette scène-là. Moi, je suis allé voir, là, parce que dans The Shining puis Kubrick, tout a tout le temps un deuxième sens, puis l'attention des détails est là. Puis je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là, mais quand il parlait du chat, il s'appelle Azrael, le chat. Ouais. C'est sûr que c'est un nom biblique ou exactement. Quelque chose comme ça. C'est de ça que je me suis dit, puis je me suis trouvé vraiment satisfait d'avoir fait cette recherche-là parce que au final, Azrael, c'est le nom de l'ange de la mort dans certaines religions. Je pense que c'est pour les Hébreux et les Sikhs. C'était ça à 100%, là, quasiment. Peut-être d'une niaiserie, mais dans certaines religions, dans certains passages religieux, l'archange qui est l'archange de la mort se prénomme Azrael. Fait que là, c'est doublement nice quand tu dis que, bon, l'ange de la mort, ben effectivement, il visite chaque personne qui est sur le point de mourir, puis qu'il y a Danny, tu sais, qui est là pour, genre, accompagner ce passage-là. C'est vraiment très intense comme... Aussi, tu sais, je vais y aller tout de suite pendant qu'on est là. J'ai réalisé à ma deuxième écoute que ça spoil la fin du film aussi, Azrael. Ah ouais? Parce que quand il rentre dans une pièce, est vide. Puis oui, t'as l'impression que c'est à cause qu'il y a Dick qui est dedans, puis que c'est à cause de ça qu'il va le voir. Mais non, mais c'est à cause que Danny va mourir. Oh! C'est pour ça qu'il rentre dedans, parce qu'il meurt après, parce que c'est là qu'il réalise qu'il va aller sur sa quête. Parce que c'est avec la conversation avec Dick, sa quête va l'amener à sa mort. Puis même Dick, quand il parle, il dit, tu sais, c'est une roue sans fin, c'est à ton tour de donner. Tu sais, moi, j'ai pas demandé à ce que tu viennes dans ma cuisine, puis telle affaire, puis elle a pas demandé à ce que tu fasses telle affaire, puis tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment Azrael, il prédit la mort à Danny. Aïe, fuck. Je suis à 100%. C'est vrai, ça fait du sens. Ouais. C'est vrai que ça fait du sens parce que c'est... Sur le premier niveau, on dirait vraiment juste que c'est comme un indicateur de fantôme, puis que le show final, il est allé là parce qu'il y avait une présence, mais ça peut faire
beaucoup de sens. Puis cette conversation-là est cool. La dernière conversation entre Dick, puis où il dit justement, Hell, moi je suis mort, puis I'm still on the hook. Genre, je travaille encore pour cette quête-là qui est la tienne au final. Ouais. Puis c'est la dernière fois. C'est rendu ton tour de c'est vraiment pay it forward. C'est passer au suivant. C'est vraiment ça, mais même lui, Dick, dans sa conversation, il sous-entend que Danny il risque de mourir. Puis là, en plus que Israel il soit là puis qu'il n'y a personne d'autre à part Danny au final, ben moi, ça m'a fait vraiment... J'ai dit, ah ben Chris, c'est la troisième écoute, là, en fait. C'est quand j'ai écouté la Director's Cut que j'ai réalisé, j'ai fait, ah ben là, Israel, il est là parce que c'est Danny qui meurt, là. Il part sur sa quête de mourir, là. C'est vraiment ça, c'est fucking hot, là. Ouais, parce que ça coupe le film en... Je sais pas si c'est en deux là, à ce moment-là, mais c'est vraiment à partir de là que Danny est en paix un peu plus aussi avec ses pouvoirs, puis qu'il réouvre un peu son intérêt, son shine au fond. Voilà. Là, j'ai une question pour toi, puis après ça, si tu veux, je vais un peu te shooter les différences avec la Director's Cut, ça te tente? Ben oui, vas-y. Ok, fait que premièrement, ma question, c'est le budget, Seb. Tu penses qu'il était de combien de ce film-là? Ça, c'est tough. Parce que Owen McGregor, il doit pas... c'est-tu ça? Non, c'est pas Owen McGregor, voyons. Ewan? Mais c'est... C'est ça, Owen McGregor. Ouais. Ok, excuse, j'ai eu un fuck, on dirait que j'étais pas sûr que j'avais dit le bon nom. Ouais, c'est le bon nom, mais je m'avais insulté moi-même, j'étais comme, hey, faut que tu saches ce nom-là. Ouais, Owen McGregor, il doit quand même pas être gratuit, puisque c'est quand même un acteur accompli, là, on s'entend, là, Obi-Wan Kenobi, Moulin Rouge, Star Wars, Transpotting. Ouais. Fait qu'à lui seul, il doit gober un bon million. J'avais comme un feeling de comme près d'une centaine de millions, un film de cette envergure-là qui prétend à autant. Une centaine de millions. C'est 45 millions. Moi, tout, j'ai été surpris. Hein? C'est vraiment un bon budget pour tout ce qui a été fait dans ce film-là, là, puis le visuel qui est incroyable. Puis le casting qui est quand même solide. D'après moi, après Dr. Sleep, Rebecca Ferguson, elle sera plus donnée. Là, parce que Chris qui était bonne, Rebecca Ferguson, c'est Rose the Hats. Oui, ben oui. Elle a tiré son épingle du jeu en estique dans ce film-là. Là. Est-ce qu'elle avait fait d'autres gros projets avant? Moi, je ne l'ai pas reconnue. J'avais l'impression que son visage était familier, mais je pouvais comme pas dire dans quoi je l'avais vu. Rogue Nation, Mission Impossible Rogue Nation, c'est elle qui est la nouvelle conjointe de Tom Cruise un peu dans ce film-là, puis elle réapparaît aussi dans le dernier là, qui est Fallout. Ok, non, je l'aurais jamais vu de bord. C'était surtout dans Mission Impossible, mais sinon, moi, je l'avais pas vu dans d'autres gros projets, mais elle deliver tellement dans Rose the Hat que ça m'étonnerait pas que là, son prix va augmenter aussi. Là. C'est sûr. Mais c'est ça, mais tu sais, aussi, c'est des enfants, tu vois les behind the scenes là, quand ils recréent l'Overlook. Tu sais, Mike Flanagan, il se promène dans le tricycle comme s'il était Danny, puis il dit l'affaire qui était la plus dure, c'est qu'il construisait un set puis il le détruisait 2 jours plus tard pour construire une autre pièce de l'hôtel. Fait que c'était vraiment très éphémère. Là. Ah, shit, ok. Mais c'est vraiment bien construit, hein, parce que on y croit, on reconnaît les pièces vraiment facilement. L'attention du détail a été faite là. Puis la pression de recréer ces sets-là devait être quand même intense pour les gens qui l'ont fait parce que The Shining a tellement été analysé, suranalysé, etc., que chaque détail de chaque scène, chaque plan a été comme scruté à la loupe. Ouais. Fait que leur défi à eux autres, c'était de recréer ça, puis de le massacrer un peu dans le sens où de montrer l'épreuve du temps et des éléments sur ces pièces-là, mais tout en restant genre dans la subtilité pour que les gens qui l'ont analysé soient satisfaits probablement. Là. C'est clair. Défi que l'équipe a dû relever. Mais là, je me souviens que, étonnamment, le film a fait un box-office de 72 millions, ce qui est quand même bien, versus son budget de 45. Puis c'est à cause que moi, plutôt, on avait l'impression qu'il avait vraiment failed, puis on était vraiment triste parce que au Québec, il a vraiment pas pogné. Là. Parce que moi, puis toi, je me souviens, on a été le voir la première semaine, il est resté une autre semaine après, puis il a été enlevé des cinémas. Là. Fait qu'il a fait 2 semaines au cinéma. Ouais. Fait qu'on était sûr que ça allait faire, mais tu sais, au moins, il a quand même été rentable, le film, en tant que tel. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content. Moi, ce que je me demande, là, c'est quelqu'un qui n'a pas vu le Shining, à quel point... C'est quoi son point de vue là-dessus? Parce que toi puis moi, notre point de vue, il est teinté de beaucoup d'analyses puis beaucoup de temps mis sur le premier film. Là. Mais je pense que c'est quasiment bénéfique de ne pas avoir vu le Shining à un certain sens,
du fait que cette œuvre-là est quand même beaucoup plus accessible que The Shining dans un certain sens. Mhm. Tu sais, c'est un des reproches que j'ai fait aussi. Il y a vraiment les méchants, les gentils. T'as même un shootout comme un western quasiment. Au début, je me suis dit, j'ai vraiment pas aimé ça, mais en même temps, je me dis, y avait-tu 1000 façons de les tuer de toute façon? Ouais. Non. Mais il y a quand même un shootout, ça fait hollywoodien, là, les guns, puis on les embuscade en se tirant dessus, puis tu tues du monde de comme 500 ans avec quelque chose de même. Correct, mais ça plaît quand même l'action, ça plaît au public, ça plaît à beaucoup de monde. T'as plus des confrontations, c'est vraiment plus le bien versus le mal. C'est vraiment plus clair, là. C'est pas gris comme The Shining y est souvent. Là. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Mais par rapport à la Director's Cut, là, est divisé en 6 chapitres. Fait que t'as des chapitres qui t'apparaissent tout au long du film. Chapitre 1, c'est Old Ghost. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas ça. Il n'y a pas de coupe comme. T'as pas ça clairement, il y a des chapitres, mais je veux dire, il n'y a pas comme des coupures qui dit chacun des chapitres. Là, non, c'est ça. Dans Director's Cut, t'as vraiment chapitre 1, Old Ghost. Chapitre 2, je l'ai raté. Chapitre 3, c'était Little Spy. Après ça, t'en as un, c'est Turn, Word. C'est chapitre 4, ça. Chapitre 5, c'est Paler Tricks. Puis chapitre 6, c'était What Was Forgotten Then. Puis t'as toutes les affaires qui se passent. Puis ça se coupe naturellement. Là. Ça vient avec des thèmes vraiment dans le film. Là. Ouais, mais c'est vrai que le film, moi, c'est un élément que je voulais apporter, c'est que je trouvais qu'il était bien divisé. Il y a des phases, là, clairement. Ouais. Fait que je suis pas surpris de la coupure dans la Director's Cut. Sinon, je me demandais, tu sais, la scène où est-ce que Danny est sous, là, puis il est chez une fille qui a vomi, puis on dirait qu'elle est quasiment morte, finalement, là, avec le bébé. Est-ce qu'il essaie d'enfermer la fille dans une boîte dans la version normale? Non. OK, parce que dans Director's Cut, il fait ça. Il essaie de l'enfermer dans une boîte, puis là, Dick, il dit « Arrête, man, tu peux pas. » Puis il dit « Memories are the real ghosts. You took them with you. » Puis il dit « Tu peux pas les mettre dans une boîte. » Fait que là, il arrête d'essayer de la mettre dans une boîte parce qu'il voulait oublier ce souvenir-là. Non. Dans la version originale ou la version théâtrale, il fait juste comme essayer de prendre son argent dès qu'il dit commande, là, t'es pas obligé de voler son argent. Ouais. Il laisse dire ça au moins, puis finalement, il fait juste la prendre, puis il s'en va. Je te dirais que toutes les scènes avec Dick sont plus longues. T'as ça qui est plus long. T'as la scène où il est enfant puis il est sur le banc de parc qui est plus longue dans Director's Cut. La scène où est-ce qu'il le voit puis qu'Israel il rentre est plus longue. T'as ça entre autres, t'as une ou deux scènes de plus aussi avec Abra et sa mère. Abra qui fait ses pouvoirs un peu plus quand il est jeune. T'as tout ça un peu plus dans Director's Cut. T'as des scènes qui sont ajoutées comme aussi quand tu vois le chapitre 3, Little Spy, tu vois juste comme le verre de Jack Daniel dans l'hôtel vide, dans le bar, dans la ballroom, des choses comme ça. Tu sais, des petits détails qui ont ajouté un peu plus. OK. Aussi, t'as le fait que tu vois plus aussi Rebecca Ferguson, tu vois plus son obsession envers la petite fille. OK. Tu sais à quel point c'est un peu... c'est quelle déjà la sorcière, là, le conte de fées, là, dis-moi qui est la plus belle? Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Blanche-Neige, il me semble. J'ai vraiment vu comme un lien entre Blanche-Neige puis ce film-là. Du fait qu'elle, elle l'observe, puis elle voit comme la plus puissante qu'elle, elle voit la plus... Puis elle dit souvent « Je suis la plus belle », puis « Ah, tu es la plus belle », puis des choses comme ça, elle fait dire aux gens. Fait que je vois vraiment comme si c'était un peu un conte de fées en même temps, le film, puis qu'il essaie de faire des liens avec qui sont clairement là pour moi, là. Puis dans la Director's Cut, tu vois un peu plus parce que aussi, tu vois qu'elle est vraiment en crise, puis là, un moment donné, elle dit « On va la garder, man, puis on va la torturer. » Tu sais, elle veut garder la petite fille, puis elle veut faire comme une vache dans sa tête. Puis elle dit... c'est clairement une vache à lait, là. Ça, dans le film original aussi, c'est clairement montré. Là, quand il demande, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Elle est tellement puissante, on l'ajoute-tu à notre nœud, au fond, là, à notre gang, puis elle est comme, yo, elle va nous overpower, toi puis moi, là, on pourra jamais, genre, garder le contrôle du nœud. Fait qu'il y a comme clairement un jeu de pouvoir, puis de la jalousie aussi, parce qu'elle dit, tu sais, elle m'a poussé hors de sa tête comme si j'étais rien, puis tu sais, j'aurais juré que quelqu'un qui fait ça, c'est impossible, parce qu'elle se voit, elle, comme étant vraiment comme la plus puissante. Une puissance, exact. Mais dans la version Director's Cut, elle dit vraiment, on va la garder, puis on va la torturer, puis on va la garder vivante.
Fait que, tu sais, elle, son plan, c'est de la garder pendant des années vivante, de la torturer un peu, de prendre de son chaîne parce qu'elle est puissante. Mais ça, c'est dit, mais peut-être pas énoncé aussi OK. clairement, par exemple. Je savais pas, justement. Mais ouais, elle dit ça, là, qu'on va la garder. Puis elle dit qu'ils vont la garder puis faire durer le plaisir un petit peu. Ça, c'est un élément aussi qui revient dans le speech de Dick avec Danny. Il dit, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont soit la tuer, soit la transformer, ou soit encore pire de tout, ils vont genre étirer le plaisir au fond. Là. Fait qu'il il lui remet exactement le même speech qu'elle a donné au final, mais dans ses propres mots. Puis ça, je pense que ça, c'est quelque chose que je trouvais cool. Puisque sont tous un peu psychiques puis connectés un peu tous ensemble. On dirait que sur la finalité, là, quand tu prends un pas de recul, c'est un peu ça qui a justifié pour moi le fait, mettons, que la scène dans l'escalier est un peu copiée des événements réels du premier film. Ouais. Parce que Danny, probablement qu'il l'a vu de façon psychique au travers des yeux de sa mère. Puis là, elle le voit un peu de façon psychique au travers des yeux de Danny. Fait que probablement que le fait qu'il soit dans l'hôtel puis tout, ça drive un peu ses actions à elle, puis elle s'en rend pas compte. Fait que ça, c'est à la première écoute, j'avais fait vraiment comme ah ouais, c'est quand même proche de l'autre film, ça manque un peu d'originalité. Puis je me suis dit qu'en l'analysant, j'ai trouvé que c'était justifié. Ou dans le sens où au final, c'est tous des pantins un peu de l'autre personne avec qui ils sont connectés, puis ils partagent certains éléments. Un peu comme là, Dick, tu sais, qui fait juste reformuler dans ses mots, au fond, exactement ce que la fille a dit qu'elle allait faire. Elle dit, je veux pas la tourner, je veux pas la manger, tu sais, je veux la torturer, puis faire durer le plaisir. Puis Dick, il lui dit exactement les mêmes choses. Il dit, il pourrait la tourner, il pourrait la tuer, ou il pourrait la torturer. Dans ses propres mots. Non, c'est vrai. T'as raison là-dessus. C'est quand même intéressant. Mais en tout cas, il n'y a pas eu un bel autre différence pour la Director's Cut. Là. J'ai pas mal fait le tour là, de qu'est-ce qu'il y avait de plus. Là, et puis il y a plusieurs conversations qui sont plus longues, comme je t'ai dit. Mais vu que j'ai lu un résumé au début aussi parce qu'après ça, j'ai été voir, je voulais essayer d'aller voir, puis j'ai pas vraiment vu de consensus sur Internet. Mais qu'est-ce qu'ils disent, c'est que si vous avez aimé l'univers de la theatrical version, tu sais que vous avez aimé ça, puis vous n'êtes pas emmerdé, puis vous avez trouvé ça cool, vous avez juste adoré l'extra de plus de la Director's Cut. Ce qui est le cas pour moi. Ce que je pense aussi. Ouais, je pense que tu vas plus l'aimer, la Director's Cut, toi aussi. J'ai hâte de voir. Je pense que j'ai réussi à embarquer J aussi, ma conjointe. Ah ouais? Ça, je suis quand même surpris. Elle a pogné Dr. Sleep à partir de la fusillade, si je me souviens bien. Oh, elle a raté la scène, ça veut dire que moi, ma scène préférée quasiment du film, autre que les scènes de Azrael, c'est quand elle s'en va visiter la tête de Abra. Ouais. Rose the Hat. Elle a raté cette scène-là? Cette scène-là, on va y revenir à cette scène-là. OK, mets-toi une petite note, là. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais peut-être lui conseiller fortement de regarder Dr. Sleep avant Shining. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est arrivée en plein milieu du film. Fait que là, déjà, tu sais, elle était un peu critique parce qu'elle n'avait pas vu le reste. Fait que t'arrives en plein milieu de quelque chose. Fait que tu sais, t'es pas embarqué dans l'histoire, t'es pas commis. Ouais. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'elle est juste restée dans le salon. Puis peut-être rendue à l'hôtel, là, elle a commencé à me poser des questions. Fait qu'elle a comme embarqué. Ouais, elle a comme embarqué dans le film, veut pas. Fait que je pense qu'elle a réussi à embarquer. Puis je pense que je vais lui demander ou je vais lui suggérer de regarder peut-être Dr. Sleep avant The Shining, vu que justement il est plus accessible. On va voir ce que ça va donner. En fait, pour faire un double kill, là, quand tu réécoutes la Director's Cut, demande-y si ça veut l'écouter avec toi. Ouais, de ça. Ça va te donner un prétexte, toi, pour voir la Director's Cut, puis en plus, tu vas sûrement l'embarquer, là. Ouais. Un après-midi qui fait frette, là, fait moins 30 dehors, pis t'as pas eu personne le goût de sortir, tu te fais un chocolat chaud, Dr. Sleep, Director's Cut, là, ça passe bien. Ben, règle générale, anyway, quand je regarde The Shining, c'est à peu près ça. Il fait frette dehors, il neige, puis un chocolat chaud impliqué, là. Mais, mettons, on pourrait y aller. On pourrait y aller avec le film, Seb. Je sais pas si tu voulais qu'on fasse tout un par un ou qu'on y va plus avec les scènes fortes. Moi, ça me dérange pas, là. Je pense que, parce que c'est ça, le film, il est difficile à suivre, là, puis pour avoir déjà fait l'expérience d'un film de Mike Flanagan, si je me trompe pas, Mick, c'est un film de Flanagan. Quand on essaie Oculus, quand on essaie de suivre la track narrative, c'est raide. Fait un peu comme moi, je vais commencer, puis on va voir juste où est-ce que ça nous amène, au fond. Sans nécessairement essayer de respecter la chronologie, là. Fait que la scène d'ouverture,
où on voit un peu qu'est-ce qui est arrivé à Danny après l'hôtel. Je l'ai trouvé super intéressante. Tu vois qu'il est resté... Cette scène-là, elle est nice parce qu'elle répond à une question que tout le monde se pose. Comment lui, il finit sa vie après avoir vécu ça à genre 5 ans? Ça continue à le hanter. À le hanter. Puis ça, c'était la réponse évidente auquel personne probablement voulait adhérer. Genre, ben c'est sûr, ça continue de le hanter, tu sais, de façon réelle, dans son cas à lui, ou de façon figurée, tu sais. Fait que la première scène, elle répond un petit peu à cette question-là, puis un peu à comment est-ce que lui fait pour, au final, cope avec ça. Étant qu'il y a le fantôme de Dick Hallorann qui vient lui donner des indices puis des mécanismes, au fond, pour se défendre. Fait que ça répond aussi un peu à ce qui se passe après la mort, parce que Dick il continue d'être là. Ouais, mais moi, je trouve vraiment, après que Dick il donne le conseil de la boîte, je trouve ça vraiment hot quand Danny s'en va confronter la vieille. Là. Ouais. Je trouve que la scène est bien filmée. Là. La scène est bien filmée, elle apporte l'attention vraiment vers le fantôme. C'est le fantôme qui est le centre de l'histoire dans cette scène-là. C'est le fantôme qui attaque Danny, puis au final, c'est Danny qui attaque le fantôme. Ouais, c'est vrai. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'au final, tu vois que Danny, ben la scène d'après, c'est la scène où il est sous. Ça dérape, là. Ça dérape, puis tu vois qu'au final, il y a eu un éclair de courage cette fois-là, mais que c'est pas nécessairement le cas dans sa vie en général, puis que on nous l'a montré comme un personnage fort, la scène d'avant, mais c'est pas vraiment le cas. Là. Il a vraiment été brisé, au fond, par les événements qui lui sont arrivés. Là. Ça, moi, j'ai aimé ça. C'était quelque chose qui était vendu un petit peu déjà, je pense, dans les bandes annonces, là, mais que j'ai vraiment adoré parce que je pensais pas que ce personnage-là pouvait s'en sortir, au fond. Mais tu sais, c'est les démons de son père qui l'ont suivi aussi. Exact. C'est au sens figuré puis au sens littéral. Là, c'est à tous les sens, en fait. Là. Exact. Parallèlement à ça, on voit aussi la scène où, bon, il y a la télépathe qui chasse les pédophiles, puis le groupe de... Je sais pas Rose comment Hat. ouais, Le groupe de Rose Hat. finissent par, au lieu de se dire qu'ils allaient la manger, la tourner. Fait qu'en faire qu'elle devient partie de leur clan, parce qu'elle a des attributs spéciaux, elle, à être un pusher qui appelle, fait qu'elle est capable de dire aux gens quoi faire, puis leur suggérer... Ça, c'est un détail que je me souvenais plus et que j'aime vraiment pas dans le film. L'espèce de capsule un peu futuristique qui conserve le shine, là, dans le fond. Là. Ah, le canister qui appelle, là? Ouais, je trouvais ça... Je sais qu'il fallait un moyen qui les garde, mais on dirait que j'aurais trouvé ça quasiment plus cool que ça soit juste un pot maçon. Puis, tu sais, ils l'enferment dans un pot maçon, puis ils ont la fumée dans le pot maçon, puis elle reste vivante parce que c'est un shine, tu sais. Au final, c'est des gens à peu près rustiques, tu sais, puis c'est des nomades parce qu'ils se déplacent tout le temps, parce qu'ils chassent des gens. Puis là, t'as comme cet élément-là dans leur environnement qui est super technologique, puis fait pour eux. Tu sais, ouais, c'est ça, mais ça s'explique par le fait Ouais. que maintenant ils disent qu'ils sont super riches, super connectés, puis ça fait des milliers d'années qu'ils sont là. Fait que ça se peut qu'ils aient pu développer une technologie comme ça, mais je trouvais que ça fitait pas. Ça m'enlevait un peu justement, là, comme tu dis, là, un peu du move, puis du move, puis du groundage. Chris. Groundage. Comment c'est groundé? Ouais. Groundage. Non, mais tu sais comment ils Ça sont ancre présentés. un peu moins là, le côté rustique de leur groupe, là. Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est un élément que j'ai moins aimé, mais tu sais, justement, là, ils conservent les chaînes des victimes qu'ils ont tuées, puis ils en donnent à la petite psychic pour la trans... Hey, j'ai de la misère avec mes mots. la petite psychic pour la transformer, en fait, dans leur groupe, là. Exactement. Puis là, bon, eux autres, leurs interactions, c'est plus justement là, sur eux. Ils vivent pour toujours, entre guillemets. Ce que j'ai aimé là, de cette interaction-là, c'est quand elle demande, est-ce que je suis encore humain? Ouais, ça c'est bon. Puis elle dit, ça a-tu vraiment de l'importance pour toi? Puis je me Ouais. souviens plus de quel autre personnage, mais ça revient après. Ah oui, c'est quand Le vieux meurt. il demande à Dick, puis il dit qu'est-ce qui se passe avec les esprits qu'on met dans les boîtes, hein? Puis Dick, il répond, ça a-tu vraiment d'importance pour toi? Fait que
Puis là, tu réalises que, ben non, on s'en fout. Fait qu'on dirait que c'est le réalisateur qui lance une piste vers, hey, il y a peut-être une explication pour ça, mais on s'en fout. Genre, embarque avec moi, on s'en va ailleurs. Ouais. Ça, je trouvais ça nice comme façon de l'apporter. Non, c'est vrai. Justement, le fait que le Danny, c'est un alcoolique fini, puis finit par se rendre dans une ville où il y a une représentation miniature du centre-ville avec un train miniature. Ouais, ça lui rappelle un peu aussi le labyrinthe dans le Mais non, c'est une Overlook. référence directe, là. Ouais, mais aussi, qu'est-ce que je trouve cool, puis ça, c'est du pouce sur l'univers de Stephen King. Je pense qu'on aime autant Stephen King ici, puis qu'on peut faire vraiment des liens parce que ça se passe souvent dans le Maine. Puis dans le New Hampshire. Ouais. Tu sais, c'est toujours. Parce que lui, il vient du Maine, me semble. C'est ou du New Hampshire, un des deux. Là, mais je sais qu'il vient vraiment proche de la maison, là, Stephen King. Okay. Puis lui, il écrit où est-ce qu'il vient. Fait que souvent, là, ces histoires, là, comme It, je me souviens que le village fictif, il se passe dans le Maine, il me semble. T'as ça se passe proche. Fait il y a toujours un feeling de comme, je peux me rendre n'importe où est-ce qu'il raconte ces histoires en 4 ou 5 heures d'auto. Là. Puis c'est vrai que je vais faire du pouce un peu là-dessus. Dans toutes les histoires de Lovecraft, là, c'est dans le coin de Boston, au Massachusetts, ces affaires-là. Fait qu'étant la base un peu de la civilisation en Amérique, là, parce que c'est là que ça a commencé. Fait que c'est vrai que ces histoires-là d'horreur, on dirait que des fois c'est portuaire du côté de Lovecraft aussi, puis ça a vraiment une valeur ajoutée pour nous parce qu'on est capable de s'imaginer un peu le paysage, t'as raison. Ouais, puis c'est que c'est un paysage aussi. Tu sais, aux États-Unis, les États-Unis, c'est tellement vaste que, tu sais, au Texas, la neige, toutes ces affaires-là, ils s'en contrefoutent, là, tu sais, ça rentre pas dans leur mode de vie. Tu sais, dans ce que nous autres, les tempêtes de neige, le froid, l'hiver, les saisons qui changent, il y a tout ça dans ces romans et dans ces settings-là que nous, c'est vraiment tangible, même au Québec. Puis c'est aussi la proximité qui rend ça encore plus tangible. Fait que je pense que ça aide à l'immersion. Là. Ah oui, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Bref, lui, il arrive là, puis il rencontre un autre ancien alcoolique là, qui a l'air d'avoir un don. On ne sait pas vraiment s'il y a un peu de shine dans lui, hein, Bon, ça pourrait quasiment être sous-entendu parce qu'il l'explique un moment donné, Danny, à Abra, qu'il y a du monde qui shine dans le sens où est-ce qu'ils savent que ça va pas bien pour le blonde, puis ils leur amènent des fleurs ou des choses comme ça, mais ils savent pas vraiment qu'ils shine. C'est ça, fait que lui, il l'a avec les drifters. Là. Ouais. Fait que lui, au fond, il voit que Danny est pas bien, il décide de le prendre sous son aile un petit peu, puis de lui louer un appartement. Fait qu'il vouch un peu, il devient son mentor. Il devient son mentor, puis il décide de l'amener aussi aux alcooliques anonymes pour que lui devienne mieux, au fond, pour lui-même. Puis là, on a la scène aussi où Danny il décide il interpelle le docteur pour lui dire qu'il avait perdu sa montre, puis il donne des... C'est comme une rare fois où on dirait qu'il a décidé d'utiliser son pouvoir pour le bien. C'est comme un premier pas vers son acceptation puis son rétablissement. Finalement, ça y débloque sur une job parce que le docteur, il décide de le rencontrer puis lui offrir une job avec les morts. Puis je me souviens que à ma première écoute, l'ambiance dans le film est vraiment travaillée pareil comme l'ambiance dans le film original. Fait que c'est tout le temps des beats, des battements de cœur ou de la musique stressante, mais il se passe comme vraiment jamais rien vraiment de jump scare. Niveau musique est travaillé, l'ambiance aussi, puis dans la mise en scène aussi, il fait souvent des fade-out comme dans The Shining, là, parce que dans le film, il joue souvent avec dès que tu vois une lumière de véhicule, est quasiment tout le temps contre caméra, là. Tu l'as en pleine face la caméra, puis il utilise ça pour faire des fondus un peu, que tu vois encore la lumière, puis ça fait une transition sweet vers une autre scène, parce que dans The Shining, il y en a beaucoup, là. Mm-hmm. Ah ouais, c'est vrai. Puis je me souviens que mon feeling, c'était genre, mais t'es un malade, toi, tu vois les morts, tu parles aux morts, puis tu vas aller comme à l'étage de... C'est Gériarty? Voyons. C'est quoi déjà? Ouais, gériatrique. C'est dur à dire, je trouve. Anyway. C'est pas notre épisode d'articulation à date. Non, hein, vraiment pas. On a de la difficulté. Fait que je trouvais que c'est une drôle de décision de sa part, mais il avait l'air serein, fait que je l'ai accepté. C'est là où il devient un peu plus vraiment la référence au titre du film, le Dr. Sleep, dans le sens où il aide les gens. Là, on en a déjà parlé, au fond, avec le chat à passer le stade de la mort.
dans son ensemble, puis toutes les scènes dans l'hôpital sont vraiment cool. Et à ton grand plaisir puis à mon grand plaisir, là, dans Director Scott, la deuxième conversation avec le monsieur est plus longue. Cool. Il dit, je vois tes deux fils jumeaux, puis telle affaire, tout ça. Puis tu sais, là, c'est encore une fois, comme je disais, là, la sensibilité de Mike Flanagan, c'est que, me semble, le premier gars qui meurt, il fait juste dire le nom de sa femme, puis il dit, je vois ma femme, puis il part, genre. Ouais. Tu sais, ça, c'est comme la sensibilité d'un artiste. Tu le vois à travers cette scène-là, puis c'est beau. C'est vrai. C'est très beau. Parallèlement à ça, il y a l'équipe de Rose qui sniffe une victime potentielle puis qui décide d'agir au fond. Faut juste faire une petite pause à ça parce qu'avant, Abra commence à communiquer avec Danny avec le tableau. Fait que la relation entre Abra et Danny se crée des années avant ça. Ouais. En fait, il y a comme un gap de 8 ans là, entre la première fois où on le voit commencer à travailler à l'hôpital et puis le kill, je pense, du jeune de baseball. C'est ça, parce que elle y écrit Hello le 8 ans avant, parce qu'il vient de s'installer à l'endroit, puis là, il commence à y écrire, puis elle fait juste sourire, puis après, tu transitionnes à 8 ans plus tard, puis tu vois le kid qui est un acteur, man, ils disent que tout le monde capotait, là, pour vrai, tu sais, c'est un acteur connu, Jacob Tremblay, là. Ouais. Tu l'as vu dans... C'est ça, The Room, puis le film des trois petits jeunes, Good Boy, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, exact. Mais ils disent que les acteurs, Mike Flanagan, il a tellement joué bien, le petit gars, là, puis pour vrai, il est insane là, quand il meurt. Là. Mm-hmm. Il joue la détresse tellement bien, là, tellement mieux que même... oui. Même que j'ai eu un malaise à un moment donné, j'étais comme oh, « Shit, Chris, ils l'ont poignardé pour vrai? » Oh ouais, tu sais, quand il dit « Est-ce que vous allez me faire mal? » Puis elle dit « Oui. » Puis là, il part, puis il dit comme « Non » en pleurant, puis tout ça. La détresse, man, il l'a mieux que... C'est la meilleure scène de détresse que j'ai vue. Puis il dit que c'était fucking bon, tellement bon que là, il a dit aux acteurs « Wow, c'était super, Jacob. » Puis il dit « Par contre, je peux pas garder aucune de vos scènes à vous autres parce que vous êtes censés aimer ça puis vous avez tous l'air traumatisés. » Fait qu'il dit « Il va falloir que vous fassiez comme si vous aimiez ça, faire ça. » C'est comme un petit défaut, là. Il a comme trop bien joué. Ouais, solide, pour vrai, solide. Je me demandais pourquoi il était... Justement, ça m'a surpris parce que je me suis dit, ils vont-tu partir une timeline avec lui parce qu'il est quand même... C'est un child actor connu. Mais finalement, non. Là, quand il le tuait, ça me prenait au dépourvu. Puis je pense qu'il l'a juste... Parce que, tu sais, Mike Flanagan, il a joué avec Jacob Tremblay aussi, là. Il a fait le film Before I Wake. OK. Qui est un film... Ouais, Jacob Tremblay, quand il va dormir, tous ses rêves prennent réalité dans la maison. Là, comme de fait, il commence à avoir des cauchemars. Puis shit hit the fan dans la maison, là, mais bon. Fait que... j'ai pas vu ce projet-là. Mais c'est comme... Mike Flanagan est tellement un réalisateur fort que dans les mains de quelqu'un d'autre, ce serait un film de qualité, mais quand tu vois par rapport à la filmographie de Mike Flanagan, c'est dans ses plus bas. OK. Par rapport à la filmographie de Mike Flanagan. C'est ça, ça reste un bon film, là. Je dirais Before I Wake, ça vaut une écoute, mais par rapport à la filmographie de Mike Flanagan, c'est pas à hauteur. Ça a l'air intéressant, je vais sûrement le regarder. Ah, c'est ça. Jacob Tremblay, il se fait torturer. Il meurt. Puis ça lance au fond, ça fait la fin d'un chapitre parce que ça lance aussi Abra dans une quête de retrouver Danny pour essayer de l'embarquer avec elle, puis de retrouver le jeune pour faire payer, on dirait, Rose, mais un peu pour la rédemption pour le jeune hein, aussi. Ben, c'est parce qu'elle se dit, ça peut arriver à plein d'autres enfants, puis moi je vais le venger parce qu'elle a assisté à la torture aussi, ça n'a pas dû être facile. Là. C'est là qu'elle chaîne qu'elle l'assiste, là, puis ça fait deux choses aussi. Ça met Rose the Hat, ça y met en tête. Ça devient un peu, puis c'est plus clair dans le Director Scott aussi, là, son Moby Dick. C'est son. Tu sais, le livre Moby Dick, qui est une œuvre que tous les Américains lisent, que c'est le gars qui cherche la grosse baleine, qui a tué des gens, puis il fait une obsession avec ça. Mais là, tu sais, il arrive à faire même dans Director Scott comme étant ça. Ils disent juste c'est ta Big White Whale. Il dit ça une moment donné. Comment il s'appelle déjà son... Ouais, mais ça, c'est The Crow. Le Corbeau. Ouais, The Crow. Mais ça, je pense que c'est dans la version originale aussi. Il dit, tout le monde sait pourquoi t'es tout le temps t'es tout le temps à la recherche, au fond. C'est parce que tu cherches tu cherches une baleine, au fond. Là. Tu cherches... Ouais. Moi, je l'avais plus vu comme tu cherches quelque chose, tu sais, une grosse source de nourriture, mettons, là, quelque chose qui va nous nourrir pendant des années. Je l'avais plus vu comme ça. À Moby Dick. C'est son obsession. Ça devient ça. Mais tu sais, en même temps aussi, oui, c'est une grosse source de nourriture, mais c'est son Nemesis. Là. C'est
son combat à elle. Là. C'est comment dire, là, son égal là, qu'elle veut affronter. Là. Nice! Je suis content d'avoir Saint-Fond-Loup. Parce que Ouais, ça fait du sens. ça fait bien du sens. Ça fait du sens. Je vais fast forward, je vais peut-être sauter des petits trucs, mais l'autre scène qui m'a vraiment marqué, on est rendu au voyage astral. Du solide. Du solide, là. Cette scène-là, sur plein de plans, là, elle est incroyable. Fait que ça commence avec Rose, qui est un peu comme encore à la recherche de Abra, si on veut. Puis là, on voit une espèce de scène où elle fait un voyage astral. Puis c'est tellement puissant comme image, là, comme... Je sais pas si t'avais remarqué, mais ce qui se passe, c'est que tout bouge autour de Rose. Et non, c'est pas Rose ou l'esprit de Rose qui se déplace dans le monde, c'est le monde qui se déplace autour de Rose. Ça fait du sens vu qu'elle est comme en méditation là, au final. Là. Parce qu'elle, elle bouge pas, right? Ouais, c'est ça. Son corps se déplace pas. Fait que Mais tous c'est les mouvements de caméra puis place toujours Rose comme étant un point central dans le déplacement jusqu'à ce qu'elle pénètre la chambre / la tête de Abra. Mais c'est tellement dreamlike. Là. C'est une des scènes où que ça me rappelle le plus un rêve que j'aurais fait quand j'étais enfant. Là. C'est tellement hot comment c'est fait. Là. C'était tellement hot à voir au cinéma. C'était encore hot à revoir maintenant. Mais c'était quelque chose au cinéma, par contre, cette scène-là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment hot. Le choix qu'il a fait de justement garder le point fixe étant Rose, là. Wow. Ouais. C'est une bonne idée. Parce qu'après ça, elle fait un genre de déplacement, je vais dire combiné, où elle se lève, puis ça tourne, puis vraiment, tu vois qu'elle, elle reste fixe dans ton écran, tu sais. Puis ça donne un peu le tournis, mais l'effet est malade. Puis là, après ça, c'est là où on voit un peu que le prédateur qui devient un peu plus la proie, mais un prédateur genre qui est pas censé être une proie. Mais je trouvais ça aussi, encore une fois, tu sais, la compétition entre les deux. Quand elle voit ses classeurs, puis elle dit c'est bien fait, c'est ça que ça ressemble ta tête, puis elle dit You should see mine, it's a cathedral. Tu sais, dans le genre, moi j'en ai du stock versus toi, là. Tout est juste une petite fille, là. C'est ça. Moi la reine. Moi, j'ai du bagage, là, genre, tu vas pas m'intimider avec une coupe de classeurs. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle réussit. Ah ouais, elle se fait fuck. Mais pas comme il y a eu un combat puis c'était serré, là. Elle s'est fait piéger, là. Ouais, vraiment. Aucune défense. Fait que là, on voit Abra qui apparaît, mais avec une perruque, puis son visage est couvert, dans le sens où on voit pas ses yeux. Je pense que son nez aussi est weird un petit peu. Fait que son comme, mécanisme pour pas se faire reconnaître, au fond, là. Coince la main de Rose dans un des classeurs. Puis finalement... Elle déchire la fucking main, là. Ah ouais, ben c'est qu'au fond, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pénètre l'esprit de Rose. Fait qu'elle l'attaque. Puis pendant qu'elle fouille, Rose, elle sait qu'il faut qu'elle se sauve. Fait qu'elle-même, elle s'arrache au fond la main du classeur. Puis il n'y a pas beaucoup d'éléments d'horreur à proprement dit, à part comme une tension, mais dans le film, là, qui est plus comme drame à la limite. Mais ça, là, c'est dégueulasse, man. C'est tellement... À chaque fois, je sais que ça s'en vient. Puis à chaque fois, là, je grince des dents. Je suis comme « Ah! » C'est quoi, Seb? Quoi? Practical effect. Oui, practical effect. C'est pas du CGI, je voyais les behind the scenes, là, puis c'est vraiment hot, là. Ça paraît, là. Tu vois la fibre, genre, en dessous de sa main, ou je sais pas trop, là, la fausse main, sûrement, là. C'est très, 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 très intense. Mais cette scène-là est incroyable. Là. Je pense que c'est... Malgré on est des fanboys de The Shining, c'est tellement là que je pense qu'on voit la différence à quel point ce film-là est une œuvre à part entière. Là. Oui. C'est du fait que des scènes qui me marquent le plus, c'est celle-là, puis c'est une vision de Mike Flanagan. Puis aussi, ben, la scène aussi avec Azrael. Mm-hmm. On les aime fucking gros, puis ça, c'est encore une autre vision Mike Flanagan ou Stephen King. Fait que, tu sais, même les scènes de fanboy de The Shining sont crissement bien réussies, mais ceux qui réussissent à sortir du lot, c'est même pas en allant chercher les fanboys. Fait que c'est quand même exceptionnel. Right. T'as amplement raison. Là, il arrive de quoi de vraiment spécial, au fond, c'est qu'à chaque fois, à partir de cette scène-là, je tombe dans l'une, puis j'arrête de prendre des notes. Fait que j'ai plus de notes pour le restant du film, parce que je focus tout. Je retombe tout le temps dans le film à ce moment-là. Ah, ben, j'ai comme plus de notes, man. Tu peux nous guider d'abord un peu si ça te tente, là? Dans le sens où je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais c'était juste pour montrer l'efficacité de cette scène-là. L'efficacité de cette scène-là, puis l'efficacité du film, parce que les deux fois, j'embarque dans le film, puis on dirait que j'ai comme plus le goût de prendre des notes.
Parce qu'on s'entend, Parce- on le regarde tout le temps dans le but de s'en reparler, fait qu'on prend des notes. Mais de toute façon, le reste du film, on veut aller vers Overlook, là, dans le sens où est-ce que, tu sais, là, t'as le grandpa du groupe de nomades qui meurt. Mhm. Là, tu apprends qu'eux autres peuvent mourir, puis tout ça. T'as Ouais. Danny qui explique à son Spencer son mentor, tout c'est quoi Shining, puis qu'il a besoin d'aide pour aller chercher le cadavre du petit gars. Effectivement. Parce que Rose, tu sais, elle les guide. Rose, elle va dans sa tête aussi, elle voit les boîtes. Là, il est obligé d'expliquer sur son passé. Fait tu sais, t'as tout un peu de développement de personnages jusqu'à temps qu'il aille vers. Il retrouve le cadavre, justement. Fait que ça lui permet d'amener la mythe. Ouais, la mythe de baseball, Abra. Abra. Exactement. Abra, ouais. En tout cas, qu'est-ce qui va faire aussi? C'est juste que. Un moment donné, je sais que Abra, elle voit Rose de Hat. Ah non, c'est pas tout de suite. Faut que je commence à. Ok, je m'en allais trop loin, là. Mais ouais, à cause qu'ils vont porter la mythe au Abra, peu importe comment on le prononce, elle peut localiser où est-ce que le gros y est. Là. Je me souviens plus de son nom. Là. Un du crew. Là. Quelque chose de Barry the Chunk. Ouais, c'est vrai ça. Barry the Puis Chunk. là, ben, là, Danny il pense à un plan par rapport à mettre le toutou. Puis tout. C'est quand même cool, mais là, t'as le shootout là, on a déjà parlé. Que la majorité du groupe à Rose the Hat meurt à part de Crow. Effectivement, parce qu'il était pas au shootout, au fond. Lui, il avait vu un peu au travers du plan, puis il avait décidé de juste aller à la maison de Abra, où Abra est toujours. Dans le shootout est nice, je trouvais. Ouais, il est bien fait. Scène. Ça décolle un petit peu du restant de l'ambiance, quoique t'es servi avec une belle surprise. Là. Le dernier kill de cette scène-là, il te laisse un peu... comment dire, surpris au fond, là. Ah, toi, tu parles-tu du suicide? Oui! Moi, c'est un élément que j'ai pas aimé, moi. Ah ouais! Je me souviens pas dit- de la première shot, mais on dirait qu'à la deuxième shot, j'étais genre, he had it coming. Ouais, mais c'est ça, ça me gosse parce qu'il dit approche-toi pas 3 fois. Il s'approche, ça me fait chier quand les personnages font pas ce que l'autre est dit de pas faire. Ouais. Ben, parce que Mais lui, il bon. ressent peut-être pas l'élément de danger autant que Danny, là. Que c'est quand même d'avoir une fusillade, là. Ah, ok, ouais, bon point. Bref, c'est surprenant, ok, man, ça se passe vite. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est que Abra s'est fait kidnapper, son père est mort. Right? Puis là, Danny, lui, est en deep conflit à l'intérieur de lui parce que, ben là, ses efforts, au fond, de rédemption puis d'aider Abra, au fond, ont pas porté fruit parce que son meilleur ami est mort. Il a perdu la bataille, vraisemblablement. Ouais. Fait que là, on voit un peu son struggle avec la bouteille, ce que j'ai trouvé quand même nice parce que probablement que le premier réflexe d'un alcoolique quand il vit quelque chose de très difficile, c'est de se tourner vers l'alcool, au fond. Fait que ça, je trouvais ça cool comme duel interne. Finalement, il décide de ne pas prendre d'alcool puis de continuer d'aider Abra, puis d'ouvrir son chaîne aussi. De rouvrir vraiment les valves là, de son pouvoir. Ouais, ça c'est vrai. Puis cette scène-là est bonne aussi, là. Oui. Ben oui, parce que il n'y a rien de nouveau dans cette scène-là, dans le sens où Danny prend le contrôle. Excusez. Danny qui prend le contrôle de Abra, c'est un élément nouveau. C'est ça, j'allais dire. Ça, c'est nouveau. Raison. Mais ce que je veux dire, c'est que comment il réussit finalement à tuer le gars, ça, c'est pas quelque chose de nécessairement nouveau parce qu'on a eu des petits teasers de que c'était possible de faire ça un petit peu avant là, avec Abra. Cette scène-là est cool. C'est cool dans le dialogue. Oui. Du fait qu'il dit que c'est son arrogance qui le fait rire. Puis il dit, of course, que quand tu penses que t'es immortel, tu penses pas à mettre ta ceinture. Puis là, il le décalisse. Je trouvais ça. C'est logique avec ça aussi, c'est drôle. Puis c'est simple comme solution au problème. Parce que naturellement aussi, il a attaché Abra pour sa protection à elle, parce que c'est un élément précieux, mais aussi pour pas qu'elle fasse de niaiserie pendant qu'il roule, au fond. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une affaire que, par contre, seul petit défaut, Abra, elle joue mal la personnification d'Ewan McGregor. Tu trouves? Je trouve qu'au début, elle joue bien, mais qu'après ça, quand elle est super cocky, c'est très, très rare que Danny est cocky. Mais il n'y a pas juste le jeu d'acteur de Abra dans ce cas-là de bord. Il y a les lignes
qui lui ont demandé de jouer, là, parce que clairement, genre, le speech qu'il donne est cocky. C'est pas juste le jeu d'acteur d'Abra là, que Il est, t'as un il problème est un peu avec. Là. cocky, il est un peu cocky, mais Ewan McGregor l'aurait pas rendu fraîchier, genre. Ben, Aaron McGregor, il aurait fait son sourire de Jack Torrance, probablement. Un petit sourire. Bon, peut-être un peu, oui, mais je trouvais que c'était un peu off. Pas excessivement off, mais un peu Tu vois, off. moi, je sais pas, j'ai pas été turn down vraiment par ça. Je me suis dit, même à la limite, maintenant qu'on en parle, c'est juste, vu que Danny est dans la tête de Abra, il y a probablement un mix des deux qui se fait, là, veux pas, là. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, The Crow crisse le camp, il meurt, puis là, après ça, t'as juste Rose the Hat qui capote, puis elle fait apparaître son apparition devant la petite fille, puis elle dit « Alright, bitch, child! » Child! Wow! C'est toute violente pour l'enfant. Ouais. Puis finalement, Abra qui fait juste passer au travers comme si elle n'existait pas, là, qui est dans genre, pour moi, t'es même pas une menace en ce moment. Ouais. Ce qui est quand même cocky. Mais là, la solution de... Parce que là, ce qui était cool, c'est que Danny réalise que Rose the Hat est peut-être trop forte. Puis Rose the Hat, justement, elle se met en power mode, elle mange toutes les armes qui restent. Ouais, elle est comme... T'as tué tout mon clan. On dirait que t'as l'impression qu'elle fait un peu fuck it, tu sais, parce qu'elle pourrait se dire aussi, là, je vais prendre un pas de recul, genre une décennie, tu sais, puis ramasser mes énergies, puis aller les fuck. Mais elle bouffe toutes ses réserves, tu sais, fait qu'elle est vraiment désespérée, elle aussi, là, comme last resort, c'est eux ou moi, là. Elle est désespérée, mais ça reste quand même une solution logique, parce que si tu laisses Abra vieillir, elle va devenir plus forte. Ouais, aussi. Mais ouais, là, il se dit, faut aller à un endroit où c'est dangereux pour les personnes qui shine. Fait qu'il décide d'aller au Overlook avec Abra. Effectivement. L'iconique helicopter shot est refait, là. Ouais. Un peu modifié, c'est la nuit, il est différent. Hein. C'est différent. C'est pas mal plus dark au fond aussi, là. Qu'est-ce qu'il s'en va faire là-bas, à la base. Puis là, bon, il arrive, il demande à Abra de se tenir loin de l'hôtel le plus possible, au fond, pour pas l'exposer pour rien. Lui, il dit I'm gonna wake her up, au fond, comme si c'était vraiment une entité, là. C'est à partir de ce moment-là aussi où l'hôtel a vraiment une personnification, puis ce qui est pas tant évident dans The Shining, que l'hôtel est une entité. Pas aussi fort que dans celui-là. Exact. Fait que là c'est même ils vont jusqu'à dire que l'hôtel personnifie au fond Danny. Pas personnifie, excuse, mais prend possession de Danny, puis que c'est juste un masque à un certain Je point. comprenais pas pourquoi tu personnifie, j'étais comme non, c'est là par contre, j'avais pas utilisé le bon terme. Je suis désolé. Okay. C'est correct. Fait que là, bon, Danny il rentre, puis là, il est genre wakey wakey. Comme on se réveille, puis ça a l'air à fonctionner parce que d'après moi, il n'y avait plus d'électricité là. C'est back to the memory lane, là, par contre. Là, tu revois toutes les scènes de c'est la scène de geek, mais c'était apprécié. Là. Ben oui. C'est exact. C'était vraiment apprécié. T'as la scène justement avec son père, Jack Torrance, qui est le même personnage que Lloyd dans The Shining au final. Exact. Il y a une petite superposition là-dessus. Leur conversation est vraiment hot parce que Danny, lui, il a l'impression qu'il voit un fantôme de son père comme il voit une apparition de Dick. Mais au final, c'est juste l'hôtel. Au fond, son père, il n'est plus là. Ouais, exact. Puis, la conversation est intéressante. Puis aussi, tu sais, Stephen King, il l'a dit, il était alcoolique quand il a écrit The Shining. Fait que c'était vraiment un film sur qu'est-ce que je peux faire quand j'étais alcoolique puis les dangers que je peux créer alentour de moi et ma famille. Il était sobre quand il a écrit Dr. Sleep puis c'est ça qu'il voulait qu'il soit miroité, justement, la rédemption de quelqu'un qui avait de l'alcoolisme puis qui est dans ce cas-là Danny. Fait que Jack représente un peu l'alcoolisme puis Danny le recovery. Là. C'est vraiment bien représenté. Full loop. Full loop. Ce qui arrive, c'est que Rose, elle se pointe. Là, Rose, elle voit les fantômes du Overlook, puis elle a vraiment pas l'air intimidée par l'hôtel. Non, du tout. Elle, premièrement, elle a plus de bagages que Danny, fait que probablement qu'elle a déjà croisé des endroits hantés, elle, dans son passé. Sûrement qu'elle se serait nourrie, peut-être même elle, d'une hantise comme ça. On sait pas. La scène, au fond, de confrontation dans le Colorado Lounge, avec la scène dans l'escalier, là, qui est la clé de la fin du film. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, puis je le vois dans cette scène-là, puis j'ai oublié de faire du pouce là-dessus, c'est que oui, j'ai dit que j'ai moins aimé un peu qu'il y a une confrontation, puis il y a le bien, puis il y a le mal.
au moins, c'est pas trop unidimensionnel parce qu'on dirait qu'il y a toujours une notion de respect. Tu sais, même quand The Crow, il parle avec « Ah, c'est qui que je vois en ce moment? » C'est à qui je parle? Là, il dit « Celui que tu as tué tes amis. » Puis il se parle, puis il y a comme un peu un respect pour lui en même temps. Puis pareil, comme quand Rose, elle le voit, elle dit « Oh my God, on aurait dû te découvrir depuis des années. Tu shines trop, puis tu devrais venir avec nous autres à la place. » Puis tout ça. Tu sais, c'est comme pas juste vraiment... Oui, ils sont fondamentalement méchants, mais en même temps, c'est pas juste des méchants qui respectent rien et qui sont overpowered. Ouais, c'est ça. Elle le voit pas juste comme un morceau de viande. Au final, elle voit quelque chose de plus qu'un ennemi, là. C'est ça. J'ai aimé aussi le fait que le steam de Danny soit un peu jaunâtre. Vu qu'il est plus vieux puis qu'il est bu. Ouais, taché d'alcool, au fond, là. Puis elle dit, genre, oh, your steam smell tastes like whiskey, tu sais, dans le sens où tes fantômes du passé ont teinté un peu ton âme, là, veux pas. Fait que ça, c'était cool. Toute leur confrontation avec la hache, c'était vraiment nice. Mais t'as le labyrinthe aussi avant, là? Il l'envoie dans le labyrinthe. Il l'envoie dans le labyrinthe, puis là, elle réalise qu'elle n'est pas dans la tête de Abra, au fond. Ça, c'était cool en crime. C'était très cool parce qu'elle pense que dans la tête d'Abra, parce que c'est Abra qui la coupe tout le temps, mais quand elle la grab, elle est genre, je suis pas dans ta tête à toi. Puis là, lui, il essaie de faire ouvrir les. C'est là qu'il essaie de faire ouvrir les fantômes pour la première fois, mais il se fait enlever, là. Il allait réussir à l'enfermer dans une boîte ou ouvrir les boîtes, là. Oui, c'est vrai. Il allait réussir à l'enfermer. C'est ça. Fait que là Abra, elle se pousse, puis t'as la confrontation avec la hache qui est la recréation. Recréation. Tabarnouche, ça va pas bien mais la. Chris, recréation? Ça se dit. C'est ça? Je suis même pas sûr que j'ai le bon mot. C'est en anglais, voir. Recreation, reenactment. Reenactment? Ils l'ont refait, au fond. C'est ça. Ils refont la scène de The Shining avec Wendy. Oh, la scène de Shining, là. Give me the bat, Wendy, mais là, c'est avec la hache. C'est surtout au niveau de. Ça, j'aimais ça. Ewan McGregor, il swing pas sa hache pareil comme Wendy, etc. Puis c'est vraiment plus Rose the Hat qui refait les mouvements de Jack Nicholson. Son positionnement dans l'escalier par rapport à la caméra, c'est la même chose, ish, là. En montant. Monte tranquillement, hein, l'ensemble, là, vraiment teinté. La différence, c'est que finalement, ben, elle réussit. Elle se laisse porter un coup pour prendre le contrôle de la hache, ce qui est logique quand tu sais que tu vas pouvoir te guérir. Ouais. Puis finalement, elle porte un coup à Danny dans son artère fémorale, dans sa cuisse. Ce qui est logique. Si tu as vécu des milliers d'années, ton anatomie doit être quand même pas pire. On the spot. On point. On the spot. Fait que ça, j'ai trouvé ça hot parce qu'au final, ça dicte un peu les actions de Danny pour finir parce qu'il est, entre guillemets, déjà mort. Parce qu'à cause qu'il a eu ça dans la cuisse? À cause qu'elle a pogné son artère fémorale, c'est sûr qu'il va se vider de son sang, là. Ses chances de survie sont vraiment faibles à partir de ce moment-là. C'est ça. Elle plante son doigt là-dedans pour manger sa steam. Exact. Fait qu'elle le fait souffrir. Lui, ce qu'il fait en revanche, c'est qu'il relâche ses démons sur elle. Ouais. Puis là, ce qu'il pense pas, c'est au fond, les démons tuent Rose the Hat à ce moment-là. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est simple, au final. Mais c'est quand même cool parce que veux pas, t'as le setting du Overlook au tabarnak, même que ça va pas bien mon dimension Overlook Hotel. T'as le setting qui va avec, pour les libérer là, ça fait du sens. T'es libéré dans leur élément, ça fait du sens qu'ils vont pouvoir battre Rose the Hat, justement. Puis avec les années que they are hungry. Ouais, ils ont faim, puis ça fait du sens. Puis finalement, ce qui arrive, ben, c'est que Danny, qu'est-ce qu'il avait pas pensé, c'est qu'en les libérant, ben, les autres, ils allaient avoir encore faim, là. Fait qu'ils se sont tournés vers lui pour... puis ils ont décidé de le posséder au lieu de juste le tuer. C'est un élément que j'ai moins aimé, ça, là. Ouais, je pense de tout le film, c'est un des éléments que j'ai moins aimé. Surtout le fait qu'il y a comme physiquement une différence là, avec son œil. Ouais, parce que tu sais, on avait assez geek out déjà, là. Avec le tour de l'Overlook qu'on avait eu au début, la conversation, etc., on avait assez geek out que ça aurait pu quasiment finir comme ça, où lui qui essaie de combattre ses propres démons dès là, puis qui fait juste exploser au final. Ouais, mais tu sais, ça la poursuite d'Abra pour nous rappeler qu'il boite comme son père parce que là, il a eu le coup dans la jambe. Ça finit dans la room 237. C'était tout du geeking, pas tant à valeur ajoutée. Ouais. Non, c'est ça. Au moins, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Puis, tu sais, le fait que
il arrête juste avant de frapper Ebra. C'était correct. Là. Tout était correct. Ça m'a pas turné off, mais c'était pas nécessaire du tout. Là. Je suis d'accord avec toi. Amplement d'accord. Au fond, je pense que c'est un peu pour ça que la finale avec Rose the Had était un peu simpliste. C'était parce que c'était pas la vraie finale. En réalité, là, le vrai combat, c'était avec ses propres démons. Là. Exact. Mais ça, c'est une super bonne scène, par contre, quand il était avec Wendy dans la salle où que ça va tout exploser. Là. Puis que les démons, ils laissent comme. C'est comme s'ils laissaient avoir son dernier moment, là, ou qu'eux, ils essayaient de focuser pour essayer de survivre. Là. Je sais pas trop comment ils vont interpréter ça. Là. Parce que les démons, au final, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont survécu à la démolition. Là. Parce que la scène, la vraie scène finale étant Abra qui parle avec Danny pour une dernière fois, ish. Puis elle, au fond, ça finit que, bon, elle fait la paix un peu avec sa mère. Puis elle finit qu'elle fait la même scène que Danny au début. Fait qu'il y a la fantôme au fond de la sorcière dans le bain. Puis elle n'est pas effrayée pantoute parce qu'elle connaît déjà le tricks pour l'enfermer. Puis juste enfermer le démon. Ça continue avec ce que Dick avait dit, là, que c'est donné au suivant. Là. Exactement. Doute qu'il va arriver la même chose à Ebra puis que c'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne, elle va trouver quelqu'un d'autre qui va. C'est pas mal ça qui conclut. Comme ça, je trouve qu'on a été bon, man. On a été bon pour couvrir Dr. Sleep. C'était pas facile. Parce qu'on s'en était parlé, puis les films de Mike Flanagan, on a un peu un démon par rapport à ça, là, parce qu'ils sont tough à suivre. Mais je pense que ça a bien été. Ils sont pas tough à suivre à l'écoute, mais ils sont tough à faire dans un podcast comme le nôtre. Là. On l'a déjà dit, là, on a fait un épisode de Oculus, puis il est pas sorti, c'est pour une bonne raison. Parce qu'il est confus un peu. Hein. Fait que ça, moi, je vais m'ouvrir une petite bière avant de te demander ta note. Je sais pas. Oh, elle n'a pas vraiment fait de bruit. Fait que Seb, Dr. Sleep 2019, appréciation et note. J'ai adoré. Je pense que c'est un film pour tout le monde. Fan d'horreur, pas fan d'horreur. Fan de Shining, pas fan de Shining. Il y a quelque chose dans ce film-là pour un peu tout le monde. Il passe vite pour un 2 heures et quelques. Vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'est un 9 sur 10. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va bien vieillir parce que... C'est une des meilleures notes que tu as données à date, hein? Ouais, je sais, mais c'est vraiment... C'est vraiment vrai. Dans le sens où c'est à peu près la même note à quelques points près du Shining. Crissement bon. Je sais pas comment le dire d'autre que c'est crissement bon pour un paquet de raisons. Il touche à un paquet de thématiques. On voit un peu tout ce qui est qu'est-ce qui était hot de Mike Flanagan dans Haunting of Hill House est présent là-dedans, mais à des niveaux un petit peu plus bas pour permettre un peu plus de laisser la place aux geeks de Shining, mais sans être c'est bien balancé dans l'ensemble. La pression qu'il devait avoir sur ce tournage-là devait être incroyable, puis la livraison est spotless. Alors, je suis d'accord avec... je suis d'accord avec tout ce que tu dis pas mal. Moi, le seul problème que j'ai, puis je l'ai déjà souligné un peu dans le film, il y a certaines scènes que j'ai la misère, puis j'ai dit à travers le podcast, c'est léger, là. C'est vraiment juste parce que je veux trouver des défauts pour qu'on discute, là. Mais il n'y a rien qui me dérange 100%. Par contre, moi, à mon avis, c'est pas l'œuvre la plus accomplie de Mike Flanagan. Au niveau de ses films, c'est mon préféré de tous les films qu'il a fait. Mm-hmm. Mais niveau œuvre, peut-être que justement le format série lui va bien parce qu'il peut développer vraiment l'intérieur de ses personnages. Mais il y a plein de scènes humaines que j'adore. Il y a plein de choses que j'aime gros. Moi, j'ai donné à la version normale un 8.1, mais j'ai donné un 8.4 à la Director's Cut. Wow, solide. Ouais, fait que c'est un film excellent. Puis tout ce que je te dis, Seb, t'as raison. Mais moi, qu'est-ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il a un peu compromis sa vision au final, un peu, quand on regarde le reste de ses œuvres. Ses thématiques sont là, mais sont un peu plus le récit est plus au service. Souvent, ces thématiques sont centrales dans ses films. Ouais. Puis là, il y a son récit, puis il ajoute de ses thématiques un peu dedans. Mm-hmm. Fait que veut pas, le sujet fitait avec ces thématiques qui sont chères puis qui exploitent, mais il était moins à l'avant-plan contrairement à d'autres de ses œuvres. Ce qui fait quand même que c'est très bon, mais mettons, contrairement à l'exemple ultime de Mike Flanagan qui est The Haunting of Hill House, c'est peut-être un peu moins bon, mais ça reste que c'est pas comparable en fait. Je sais pas pourquoi j'ai compare, là, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un peu de sa vision qui a été compromis, mais je trouve que le film est débile pareil. Puis 8.4, c'est une note très solide. Là. Une des très hautes notes de ta part aussi, là. On s'entend. Là. Ouais. De ta part aussi, là, fait que
C'est à voir, le Doctor Sleep. C'est une suite que je pouvais pas espérer, en fait. Je pense pas que je pouvais penser à mieux. Right. Comme je me souviens, on s'en était parlé, là, puis quand les premières images puis les premières bandes annonces sont sorties pour Doctor Sleep, moi, je voulais juste pas regarder les bandes annonces. Moi, j'étais tellement sceptique, là. J'étais comme, je veux pas me spoiler, puis en même temps, si ça a l'air mauvais, je veux pas le savoir. J'étais vraiment nerveux pour ça. En même temps, Owen McGregor, c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup puis que je respecte. Fait qu'il s'associe à ce film-là, on dirait que j'étais comme, faites que ce soit bon, s'il vous plaît. There is hope. Oui. Mais pour très, très bon film. Seb, si je te challenge avec IMDb, puis là, on a un échantillon de 492 personnes, 331 personnes. Fait que c'est un bon échantillon, là. Ok, nice. J'ai peur. J'ai peur d'échouer. Le sexe et la nudité. L'affaire, c'est que c'est un peu un thème dans la narration de Amy the Snake, je pense, c'est ça? Ouais, celle avec les pédophiles. Puis Ouais, mais on voit pas de partie intime. Fait que dans cet ordre d'idée-là, ça pourrait être un 1. Je vais y aller avec juste un 2. Ouais, c'est un 2. Cool. C'est un 2 à cause de ce que tu as dit. Il n'y a pas de sex scene, il n'y a rien. Mais Rose the Hat avec Snakebite Andy, seductive character. Parce qu'il y a comme une espèce de séduction qui joue entre les deux. Puis aussi, t'as la fille qui est nue dans son lit, même si elle est pleine de vomi, elle reste semi-nue. Mais tu vois aucune partie intime. C'est vrai. La violence et le sang. Je vais mettre un 3 parce qu'en termes de fréquence, pas tant, mais. Attends, non, laisse faire. 4. T'as pensé à la scène du petit gars? Oui. Je l'avais oublié dans la considération initiale, là, puis non, la scène du petit gars, c'est 4. Là. Point barre. Ouais, puis en plus, ce qui me surprend, là, c'est que c'est même pas dans les commentaires que j'ai. Ah ouais, j'ai lu plus loin. Non, mais parce que là, il y a plein de commentaires avec des spoilers, puis là, je l'ai. Mais ça parle de tout ce que la violence et du sang, là, puis la jambe de Danny, puis la fille qui est coupée dans la face, puis etc. Puis la main dans le classeur, il y a plein de choses. Caractère profane? Child bitch. C'est un. Je vais dire un 3. C'est un 3. Crime on the spot, Sam. À date, t'es 100%. 12 views of fuck. Juste ça. T'as L, damn, bastard, bitch, and shit are sometimes used. Nice. Good to know. Il y en a un qui dit moderate bad language for an R-rated movie. Il est rated R? Ouais. Sinon, alcool, drogue et fumée. Ça, c'est fucké, man, parce que en fréquence, pas tant que ça, mais c'est quand même une thématique deep dans le film. Là. On voit de la coke, on sait que Danny est un alcoolique, il y a du puke, il y a du... J'ai envie de dire un 3, mais je serais pas surpris sur le 4. C'est un 3. Mais c'est un bon guess parce que pour vrai, à date, les 4 qu'on a vus, on l'a dit, là, c'est des films où t'envoies de la drogue. Là, Requiem for a Dream, Blow, des affaires comme ça. La drogue est vraiment centrale. Là, c'est un thème qui le hante. C'est une thématique qui est là, mais c'est plus sur la recovery que l'alcoolisme en tant que tel. Effrayant et scène intense. Effrayant, pas tant que ça, right? Mais c'est intense à cause de la musique, puis mais... Je te donne un indice ou tu veux te prononcer avant? Non, je vais y aller, attends. OK. Je vais dire un 3. T'as fait ta partie. C'est un 4. Non! La raison ultime, c'est que l'ultime affront dans un film d'horreur, c'est de tuer des enfants, puis t'en as plus qu'un qui meurt. T'as la petite fille au début, t'as Abra qui se fait attaquer aussi, t'as le petit gars que c'est une scène horrifiante parce que c'est rare que tu vois un enfant se faire torturer dans un film. Fait que, c'est comme l'ultime step là, dans les films d'horreur. Tu peux tuer n'importe qui, ça va jamais déranger personne. Là, t'en as les dog lovers. Quand tu tues un chien, il y en a que ça leur dérange fucking gros. C'est effrayant intense. Quand tu tues un enfant, c'est effrayant intense. C'est ça, je pense que, ouais, dès qu'il y a un enfant ou je pense que dès qu'il y a un enfant ou un chien, ça va tout le temps devenir un 4 quasiment. Là. À moins que le chien soit de façon drôle, mais tous les dog lovers vont jamais trouver ça drôle. Fait que ça finit là. Alright. J'ai pété ma partie. Ouais, mais c'est correct, t'as été honnête, t'as pas voulu mon indice, sinon je pense que tu l'aurais eu. Sinon, moi, le recast, ça a bien été. J'en ai 4. Je sais pas pour toi. Ça a pas bien été. J'ai manqué d'inspiration, honnêtement. Je pense que je vais y aller. Ouais, vas-y. Je vais y aller avec mon moins bon, étant la mère de Abra, que j'ai recasté par Rose Byrne, étant la mère dans Insidious. Ah, ouais.
Ça fit, Bien. c'est pas... ça fitait, je trouvais. Mhm. Sinon, j'avais Rose the Hat. J'avais 2 idées pour Rose the Hat. Oh my god, t'as osé tuer Rose the Hat, man. Tu la trouvais tellement parfaite. Ben, elle était excellente. Mais physiquement, elle me faisait penser à Mélanie Roland. Laurent. Roland. Ah ouais. Mélanie Laurent. Le pire, c'est que je peux voir ça. Ouais. J'avais aussi Michelle Pfeiffer en tête, mais plus Mélanie Laurent, finalement. Parce que Michelle Pfeiffer est plus quasiment... Je sais qu'elle n'a pas eu le temps de chirurgie, puis tout, elle a toujours eu ce genre de visage-là, mais on dirait un visage parfait, puis de chirurgie, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Elle est comme trop symétrique, cette femme-là, là, tu sais, sans défaut, là, mais bon. Tandis que Mélanie Laurent, elle a un petit quelque chose, puis on dirait qu'elle pourrait... Le côté menaçant, même si Michelle Pfeiffer, elle reste tout le temps la femme fatale. Elle a son côté menaçant, mais en étant une femme fatale. Tandis que Mélanie Laurent, ça serait pas en avant-plan, je suis une femme fatale, mais son côté menaçant et sa beauté naturelle serait là un peu... Ça ramènerait le Ferguson, de celle qu'il joue en ce moment, là. Exact. Puis peut-être aussi un accent français en anglais, ça aurait renforcé un peu le... Parce que, tu sais, leur groupe, au final, il existe depuis des millénaires, on entend. Ouais, le background historique qu'elle répète en Europe. Le background historique avec Mélanie Laurent aurait été vraiment renforcé par le fait qu'elle aurait eu un petit accent, puis que tu te dirais comme, OK, mais elle a un accent, tu sais, elle vient de où? Fait qu'elle vient clairement pas des Amériques, genre. En tout cas, ça aurait renforcé ça un petit peu plus que Michelle Pfeiffer, ce qui a penché un peu plus la balance là, dans le cas de ce recast-là. Ah, mais pour vrai, Mélanie Laurent, moi, j'aurais jamais osé la toucher, mais on dirait que je verrais autant Mélanie Laurent avoir joué ce rôle-là. Mm-hmm. C'est juste que je pense que, vu que Ferguson est un peu plus on no, la surprise était peut-être encore plus grande. On dirait que Mélanie Laurent, tu t'attends à ce qu'elle deliver autant, puis tu vois que c'est Mélanie Laurent, tandis que l'autre, ben... C'est vrai que j'aurais eu plus d'attente sur Mélanie Laurent. Mais en même temps, la chimie de Mélanie Laurent puis de Ewan McGregor était tellement là dans Beginners que ça aurait sûrement créé un super bon film pareil. Là. Oh, c'est là que j'ai fait le lien. Je me demandais pourquoi j'étais tant comme... C'était tant évident pour moi, mais c'était dans Beginners. C'est film que j'avais adoré. Ouais, je sais pas pourquoi tu as autant trippé sur ce film-là. Là, il a vraiment cliqué avec toi, ce film-là. C'est fou. Là. Je sais pas, je le revois. Mais c'est cool parce que c'est le genre de petit germ underground que pas tout le monde connaît puis t'as l'impression d'avoir un petit bijou qui t'appartient. T'as dit un gem. Ça a sonné comme germ dans ma tête. Un petit germe. C'est un petit germe. Ma prononciation, mais c'est un petit bijou que... Tu sais, comme exemple, moi, The Lost City of Z, là, c'est un film que je trouve que pas grand monde ont vu, puis j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartient, tu sais, que c'est un film de haute qualité, puis qu'on dirait qu'il y a juste moi qui connecte avec, mais tu sais, je sais qu'il y a des milliers de personnes d'autres qui l'ont vu, comme toi, Beginners, mais quand tu parles dans ton entourage, il y a pas grand monde qui ont vu Beginners, je suis sûr, là. Non, je suis tout seul dans mon monde avec toi. Je suis pogné tout seul dans mon monde avec toi. De là, c'était Obzi, c'est sorti quand, ça? J'ai aucune idée, c'est quoi? 2016, je pense. C'est un film avec Charlie Hunnam, puis t'as aussi Robert Pattinson. C'est un explorateur qui voulait aller faire une map pour l'Amazonie. Fait que le film a été filmé dans l'Amazon, puis c'est vraiment dans les pires conditions de cinématographie qu'il n'y a jamais eu à faire. Les autres réalisateurs qui ont essayé de faire ça, je pense que c'est dans Apocalypse Now qu'il y a eu des affaires comme ça, puis il est viré fou. Fait que c'est vraiment une condition de tournage extrêmement difficile. Puis c'est un film qui n'aurait jamais dû voir le jour parce qu'il est fait un peu comme un film d'époque, comme les Gone with the Wind là, des années 1939, là, qui ça dure 3h40. Là, c'est spécial comme film. Ouais, mais c'est bon. Là. Ouais, le cast est là, puis le film est vraiment bon. Puis ouais, je sais plus, mais je sais que c'est à cause de moi, c'est à cause du réalisateur, là, James Gray, je l'aime vraiment. Là, c'est lui qui a fait We Own the Night, il a fait aussi The Immigrant, il a fait des films intéressants, là, James Gray. Puis là, ben, il a fait ça, puis aussi après ça, il a fait Ad Astra, là, que c'est un peu underrated, ça aussi, là, selon moi. Là. Je sais pas si tu l'as vu, Ad Astra. Nope, je sais même pas c'est quoi. Sérieux? Ça, c'est vraiment ton genre, Seb. Il y a beaucoup de monde qui l'ont hate. Là. Je pense que sur Rotten, mettons, il va y avoir 90 des critiques puis 40 du monde. Là. Ad Astra, c'est Brad Pitt dans l'espace, ça. Ouais. Je pense que je l'ai ignoré parce que je suis piqué. J'aime les films de science-fiction, right? Mais je suis piqué un petit peu. Un mauvais film de science-fiction, c'est dégueulasse, mais un bon film de science-fiction, c'est la coche. C'est pas du tout mauvais, mais par contre,
ça se rapproche plus d'un 2001 Odyssée de l'espace que d'un film d'espace comme Gravity qui est plus pour le visuel et l'impressionnant. Fait que pour les auditeurs avertis. Pour finir. Mais oui, puis c'est à cause que Ad Astra, c'est une adaptation du même roman que Apocalypse Now. Puis ce roman-là aussi, t'as Orson Welles. C'est comme un peu un défi, on dirait, pour les réalisateurs. Puis Orson Welles, il a voulu le faire, puis finalement, il n'a pas réussi. Puis Apocalypse Now, ben, il y a un documentaire sur quoi c'était un enfer tourner ça. Puis Ad Astra, ben, il a voulu. C'est comme une adaptation dans l'espace de tout. C'est quand même intéressant comme sujet. Puis Brad Pitt, il joue vraiment bien dedans. Mais le film est ça, voilà. Tu sais, t'as pas de scène épique comme que je sais que t'as adoré cette scène-là, là, mais un référentiel là, dans Interstellar, là, la scène où est-ce qu'il veut connecter les deux vaisseaux, puis que t'as la musique épique, puis que c'est fourré de regarder. Là. Tu me dis, j'ai des frissons. Ouais, je sais, mais cette scène-là est excellente. Tu me ferais ça, je vais être obligé de la regarder bientôt à cause de ça. Mais on dirait que c'est un contre-interstellaire, genre Ad Astra. Okay. Tout est ça, là. T'as pas de musique, t'as juste les sons de vide de l'espace, puis tout est dans l'intérieur, puis l'image, puis c'est autant spectaculaire dans l'autre spectrum. Moi, j'ai vraiment aimé Ad Astra. Là. T'as piqué ma curiosité, toi. Ouais, mais tu sais, c'est justement, là, c'est un contre-interstellaire. T'as tellement aimé Interstellar, peut-être qu'Ad Astra, tu vas vraiment être turn-off, ou peut-être que tu vas justement apprécier l'envers. Comme moi, là, j'ai aimé autant les deux. Là. C'est deux gros films de science-fiction, puis Ad Astra, il mérite beaucoup plus d'attention. Là. Je vais le regarder. Je vais aller avec mon moins bon recast en premier. Ouais, vas-y, c'est ça qu'on faisait au fond au début de cette conversation-là. Ouais, à cause de ça a tout parti avec Beginners, puis les jams, puis en tout cas. Mais Beginners, c'est bon aussi. Là. Allez voir Beginners puis Ad Astra après cet épisode-là. Là. Deux petits films cachés que moi pis Seb on a. Mais sinon, Danny dans les flashbacks, je mettrais dans Stranger Things Bill Myers. Ah, le kid qui joue Billy Myers. Ouais, mais comme avant, c'est comme s'il avait fait ça avant de faire Stranger Things. Avec sa tête et sa coupe de cheveux. Là. Il y a la même coupe de cheveux dans Stranger Things. Là. Fait que j'ai mis cet acteur-là qui est Noah Schnapp ou S-C-H-N-A-P-P. Ouais, Schnapp. Noah Schnapp. Ça, c'était mon moins bon. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, ça fitait à cause de sa coupe de cheveux de merde. Sinon, le père de Abra. Ouais. J'ai failli lui caster, lui, puis j'ai trouvé rien de bon. Mais moi, j'ai mis Winston Duke, qui est le père dans Us. Puis c'est à cause qu'il était même une présence paternelle forte, puis cool dans Us, que je trouvais ça cool de le revoir faire quasiment son personnage de Us, mais dans Doctor Sleep. Good. Bon choix. Ouais. Ça fit à mes yeux. Mais j'ai pas vu Us. Plus, là, mais... Qui sait peut-être bientôt. Moi. The Crow. Oh, wow! T'as recasté The Crow, il était parfait, man! Dude, tu as trouvé ça facile comme recast en plus, tu as comment ça j'ai pas pensé? Vas-y. Ça te rentre pas dans la tête, qu'est-ce que ça pourrait être autant évident? Non. C'est Mad Dog dans Red. Mad Dog dans quoi? The Red, le film là où que... Mad Dog, c'est celui qui se bat contre les deux là, puis qui se fait trancher la gorge avec un néon. Oui. Ok, oui. Ok, je le vois. C'est Yayan Ruyam. C'est lui que j'aurais recasté pour Mad Dog. Pour être dans le fond de... Ça match ton affaire, ça match. Moi, je l'ai pas recasté parce que je trouvais qu'il était parfait dans le sens où j'ai checké un petit peu là, l'acteur puis tout, puis il y a des souches, on dirait indiennes un petit peu, puis je trouvais que ça faisait un beau... indienne, je veux dire, amérindien. Un beau clin d'œil parce que c'est lui qui est le tracker, au fond, le vrai chasseur dans le groupe. Fait que ça faisait un petit peu référence aux Amérindiens. Puis ça faisait comme la full loop aussi avec le fait que l'hôtel qui s'était fait envahir par des Amérindiens lors de sa construction. Là, non, mais c'est 100% d'accord avec toi. Moi, c'est juste par similitude physique, puis je le trouve meilleur, l'acteur qui est dans... Oui, je suis d'accord avec toi. Il aurait pu avoir comme une espèce de scène de combat incroyable. Là. Ça aurait marché. Mais qu'est-ce que tu as dit par contre sur l'acteur principal? C'est que c'est vrai, par contre, tous les bons scénaristes puis les acteurs aussi aiment ça avoir un backstory à leur personnage. Mm-hmm. Souvent, il y a des scénaristes que des fois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils écrivent
2-3 pages plus sur l'histoire du personnage. Aussi petit que soit. Fait que quand t'es dans un spécial feature, tous les acteurs parlent de c'est qui leur personnage, de où est-ce qu'il vient. Fait que tu sais, chacun est comme moi, comme exemple, celui là qui est le gros que j'ai dit là. Lui, il dit moi j'ai 500 ans, je faisais telle puis telle affaire avant, puis mon côté comme ça vient de telle affaire dans ma vie. T'as aussi l'autre, ben justement, The Crow, c'est un ancien Amérindien, puis c'est un tracker. Clairement. Fait que c'est exactement ce que tu as dit, puis lui, il est bon pour le groupe parce que c'est un tracker, c'est pour ça que c'est lui qui a réussi à retrouver Abra. Fait que t'as tous ces points-là, puis t'as tout leur backstory est là. Fait que tous les personnages sont conscients de qui est-ce qu'ils sont, même tous ceux que tu vois pas parler, ils parlent dans le making-of de leur backstory, puis de leurs vêtements, de où est-ce qu'ils viennent, puis etc. Fait qu'ils ont toute une histoire comme ça, puis justement, The Crow, c'est ça, lui. C'était un tracker, puis il aidait, puis là, il s'est fait recruter par Rose the Hat parce qu'il était le plus grand tracker à cause de son chaîne. Fait que c'est vraiment ça. Mon dernier, c'est Snakebite. Snakebite, c'est Betty Boop. Betty Boop. Pas le choix. Cette fille-là, elle ressemble à fucking Betty Boop. C'est vrai. Ça n'a aucun sens, man. C'est la forme de sa tête. Cette actrice-là, elle joue aussi dans Babysitter sur Netflix, la suite. La suite? Baby quoi? The Babysitter. Tu les avais pas écoutés sur Netflix? Je pensais que t'avais été curieux et tu les avais écoutés toi-même. Non, je les ai notés. Je me suis dit que je voulais le faire puis je l'ai pas encore fait. Ça serait pas pire de faire un film d'horreur Netflix éventuellement. Original Netflix horreur. Là. Ouais. Non, je sais pas. Ça a l'air hot, les babysitters, les deux. Là. C'est pour ça que je t'avais demandé parce que je venais juste d'avoir. J'avais cette curiosité-là, puis je venais juste d'avoir l'expérience de l'autre film de zombie là, qui est une comédie musicale. Ouais, fuck that film, man. Anna and the Apocalypse. Anna and the Apocalypse, si vous nous écoutez puis vous aviez l'intention de regarder ça parce que vous trouviez ça original, là, c'est une bonne idée, mais exécutée comme vraiment mal à mes yeux. Le pire, c'est que j'ai quand même aimé ce film-là. Hein. Puis moi aussi, j'ai pas aimé ça. Puis quand tu m'as écrit que tu l'avais pas aimé, j'étais genre, that's it, Seb, man, parce que c'est de la crap. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, mais là, si je me fie juste à mon pif, ça m'amène pas à la bonne place en ce moment. Fait que je voulais. C'est à la suite de ça, je t'avais demandé, hey, le babysitter, c'est comment, tu sais, parce que là, je me disais que mon pif était déréglé un petit peu, là. Ce que je t'ai dit, c'est que c'est fucking le fun, c'est brain off. J'ai dit, t'as-tu vu les premiers Charlie Angels? T'as dit ouais. Là, j'ai dit, ben c'est le même réalisateur que les Charlie Angels, mais là, il a fait l'énergie de Charlie Angels dans un film d'horreur. Nice. Ça résume vraiment bien Babysitter. Ça pourrait être cool de faire ça. Sinon, j'ai entendu dire que The Ritual, que j'ai pas encore vu sur Netflix, c'est bon. Sinon, il y a un film, je pense, européen, je suis pas sûr que c'est norvégien ou n'importe quoi, qui s'appelle Don't Go in the Wood ou Don't Sleep in the Wood, quelque chose comme ça, qui est sorti cette année. Que j'ai vraiment eu des bons commentaires. Là. C'est un genre de slasher. T'as aussi un autre que c'est une légende par rapport au diable. Tu sais, on a une couple de films intéressants qui sont des Netflix Original. Apostle, qui est un peu comme un Midsommar aussi, ou puis un Wicker Man. Apostle, ça, ouais. Ouais, mais ça, c'est plus lourd. Là. Puis c'est Garrett Evans, si je me souviens bien, qui l'a fait. Là. C'est une série, celui-là, par exemple, non? Non, c'est un film, 2h15. C'est un film? Ah, je pensais que c'était une série. Puis Apostle, c'est une affaire de... C'est un peu comme The Wicker Man puis Midsommar, mais un peu moins bon, puis un peu moins accessible quasiment. C'est surprenamment, là, même. Ouais, c'est assez spécial. C'est pas mauvais ça doit du tout. C'est pas tant accessible de bord. Non, mais c'est peut-être autant accessible que Midsommar, là. Je pense que Wickerman, c'est le plus accessible des trois. Mais ouais, je pense que c'est égal à Mitso, là. Mais bon, ça pourrait quand même être intéressant. Mais Babysitter, c'est tu mets ton cerveau à off, puis t'as du fun, là. C'est ça qui est le fun, c'est que des films comme ça s'en prend. Point barre. Il y a personne qui veut se claquer des Interstellaires puis des Midsommar à journée longue. Une fois de temps en temps, t'as besoin d'un babysitter, man, pour balancer les choses. Ah, clairement. Puis Babysitter, il deliver, là, à mon avis. Là. Ça vaut la peine d'être écouté. Mais ouais, Seb, fait qu'on a fait notre double feature. En fait, Shining qui nous tenait à cœur. Fait que c'est parfait pour le 50e épisode. 51e, ben, suivi par Dr. Sleep. Faire l'exercice d'écouter dans les deux ensemble, ça m'a pas déçu. J'ai vraiment aimé ça. C'est vrai. Fait que, tu sais, les deux films, ben, ça paraît là, on est bandé ces deux films, mais bon. Fait que, Seb, le mot de la fin?
Comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook. On partage des nouvelles du monde de l'horreur une fois de temps en temps. On vous demande votre opinion. Envoyez-nous votre opinion justement par message sur Facebook ou Instagram ou peu importe le médium qui vous appelle le plus. On répond à tout le monde. On adore avoir cette conversation-là avec vous. Surtout si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Et puis, on prend les suggestions de films une fois de temps en temps quand ça cadre. Ben, on priorise, on va faire un mois des suggestions où on a fait, là, dépendamment à quelle date sort cet épisode-là. Alors, on va faire. Tu confirmes? Merci. Ouais. Alors, c'est pour vous montrer à quel point on vous écoute, puis on aime ça quand vous nous faites des suggestions parce que ça nous permet d'interagir, puis ça nous fait toujours plaisir. Yes, j'aurais pas pu mieux dire. Donc, attention à vous et bonne semaine.